Bonjour à tous et bienvenue pour l'édition 2025 du webinaire annuel du ROSE, donc le réseau d'observation statistique de l'énergie et des gaz à effet de serre. Je suis Dylan Potier, chargé d'études données énergie à l'AREC, qui est donc pour rappel le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. C'est également moi qui est donc en charge de l'animation du réseau et qui vais donc animer ce webinaire tout du long. Donc sur l'ordre du jour. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de beaucoup d'intervenants du très beau monde qui donc interviendront sur différentes parties du webinaire. Donc voici comment ça va se dérouler. Donc tout d'abord, on aura une partie discours introductif qui se fera à deux voix. Vous entendrez déjà Thomas Emerdinger, du coup, qui est directeur de l'AREC, et ensuite Fatima Younzi, qui est chargée de mission transition énergétique en charge des énergies renouvelables à la Dérivate. Ensuite, on passera directement sur le vif du sujet, donc à savoir les présentations des données d'inventaire. On commencera déjà par celle sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Ce sera présenté par Anne Kaufmann, directrice des études et de la prospective chez Airparif. Et puis c'est moi qui vous présenterai donc les données sur les productions d'énergie par la suite. Juste après la présentation des données d'inventaire, on passera aux outils du ROSE, en vous présentant déjà le tableau de bord francilien et métropolitain. C'est une des nombreuses nouveautés de cette année qu'on va pouvoir du coup vous présenter. Et ensuite, Erwan Cordeau, qui arrive dans la salle puis à ce moment-là, chargé d'études projet en écologie urbaine et climat, air, énergie au département environnement urbain et rural de l'Institut, vous présentera en avant-première un prototype de la nouvelle interface d'énergie pour montrer un peu les premières grandes évolutions par rapport à l'ancienne version de l'outil. Spoiler, du coup, ça va pas mal changer. Il y aura ensuite une rapide présentation de quelques travaux du ROSE en cours par Florian Michel, chargé d'études, d'analyse et valorisation des données énergie-GES à l'AREC, et qui est par ailleurs très bonne nouvelle recrue sur le ROSE. Et enfin, comme d'habitude, étant donné qu'on aime vraiment au sein du webinaire mettre en avant un peu l'utilisation et la mise en application des données du ROSE sur les territoires et au sein d'autres outils, cette année, vous assisterez à deux présentations. Une première sur l'outil Battistato qui sera présentée par Anaïs Rosan, qui est donc en visio, chargée d'études d'observation territoriale à la DRIUAT. Et une seconde sur le SIG donc de l'EPT Est Ensemble avec une présentation de Carole Janto en présentiel cette fois, chef du secteur énergie à l'EPT d'Est Ensemble. Et on terminera bien sûr le webinaire par une conclusion avec l'intervention de Chloé, chargée donc de mission transition énergétique chaleur et froid à la région Île-de-France. Et juste vraiment pour terminer, avant de passer au discours introductif de Thomas et de Fatima, à la fin de chaque grande séquence, il y aura également des petites interludes, questions-réponses, au cours desquelles vous pourrez donc directement poser vos questions et vos remarques via le petit bouton qui affiche sur votre écran Q/R. Donc je crois que j'ai rien oublié. Et puis Thomas, je te laisse la main pour l'introduction. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi d'introduire pour la première fois ce webinaire en tant que directeur du ROSE apparemment. J'étais chargé d'études sur les questions énergie, économie circulaire et hydrogène. Donc, certains vous m'avez déjà vu. Donc, je suis ravi en tout cas. Juste un petit élément introductif, le ROSE, pour rappel, a été créé maintenant en 2008. Donc, ça fait pas mal d'années. C'est un réseau partenarial qui se renforce d'année en année. C'est un réseau qui n'a cessé de produire, de mettre à jour et de mettre à disposition des données de référence pour la région, pour les territoires et les filières énergétiques, mais aussi d'autres acteurs qui s'intéressent à ces enjeux qui sont assez majeurs sur le territoire. Et donc, on le rappelle, on traite les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et les productions d'énergie renouvelable, de récupération et même fossiles sur le territoire régional. Le ROSE traduit tout de même la volonté des acteurs institutionnels de doter le territoire d'un instrument spécifique de connaissance, d'appui et de suivi des actions, mais aussi des stratégies locales qu'on peut voir émaner de la part d'acteurs et des planifications énergie-climat obligatoires ou non, comme les plans climat.
Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'on a des forts débats sur le mix énergétique, des enjeux de mutation, de rénovation, d'extension des infrastructures de réseau d'énergie. On a la révision du SRCE, mais on va en parler, la déclinaison des objectifs nationaux de la programmation pluriannuelle. On a des enjeux même de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. On voit qu'il y a des politiques énergétiques ou des crises énergétiques qui surviennent et qui ont des impacts après sur le territoire, et ça peut se traduire dans les bilans. Les PCAET vont rentrer dans des phases de révision, en particulier l'année prochaine avec les élections municipales. On a eu la révision du SDRIFE qui vient d'être publiée ce matin même, qui vient d'être adoptée, mais qui a été publiée là sur le site de l'Institut. Tout ça pour dire qu'on a de nombreux exemples où le rose a montré sa pertinence et son utilité, et aussi montre son caractère de référence pour l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire, parce que c'est aussi grâce aux utilisateurs, hein, avec qui on écoute de leurs besoins. Donc, Florian fera un point sur un questionnaire. On a l'écoute aussi des nombreux partenaires techniques et financiers du Rose pour renforcer les outils. Donc, deux outils vont vous être présentés, le tableau de bord et évidemment Énergif, incontournable pour la mise à disposition des données et la visualisation aussi cartographique. Les données s'améliorent aussi d'année en année. Donc ça vous sera présenté par IF et la REC sur les différentes données. Donc les méthodologies aussi détaillées vous seront publiées. Et on améliore la diffusion jusqu'à l'échelle communale, donc ça notamment via Énergif, et qui permet tout à chacun de voir concrètement sur son territoire que vous dit le Rose sur vos enjeux énergie et gaz à effet de serre. Et un petit message aussi pour dire qu'on raisonne toujours dans le Rose dans une question de mix énergétique. On n'est pas que sur l'électricité, que sur le gaz. On aborde aussi des questions plus complexes comme le bois énergie, les réseaux de chaleur, les produits pétroliers et le charbon qui continuent un peu à être utilisés en Île-de-France. C'est un marqueur fort parce que souvent dans les débats médiatiques, on ramène souvent juste à l'électricité ou juste au gaz. Et là, on montre aussi l'effet du mix énergétique qui est considérable à l'échelle de notre région de 12 millions d'habitants. Et enfin, un dernier point, c'est que vous avez des données de référence sur les années récentes, mais aussi avec une rétrospective. Merci beaucoup, Erwan. Sur plusieurs années, pour permettre des comparaisons, de voir qu'est-ce qui a pu se passer sur le territoire, voir différents effets, crise énergétique, s'il y a une politique d'extension d'un réseau de chaleur, de verdissement d'un réseau de chaleur, ou d'évaluer des politiques publiques qui ont pu avoir lieu depuis quelques années, puisque maintenant les plans climat ont près d'une dizaine d'années. Donc voilà, je ravi de vous mettre à disposition ce webinaire, et puis ça. Merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, donc, de nombreux travaux ont été engagés pour se mettre dans le contexte. Effectivement, on est en plein dans l'actualité. Les températures exceptionnelles d'aujourd'hui, depuis quelques jours, sont de moins en moins exceptionnelles. C'est ce qui démontre encore que le changement climatique est de plus en plus visible, que son accélération donc, nous oblige à nous adapter et surtout à accélérer aussi nos efforts d'atténuation. L'Île-de-France, on le sait, est un territoire qui se réchauffe rapidement. À Paris, le réchauffement est mesuré à plus 2,3 degrés par rapport à la fin du 19e siècle, contre plus 1,1 au niveau mondial ou plus 1,7 à l'échelle nationale, ce qui montre que la région parisienne est quand même très fortement exposée. Cela se traduit donc par des enjeux forts sur la santé, en rapport avec la qualité de l'air, la ressource en eau, la biodiversité, les activités économiques. C'est dans ce cadre-là que donc on a engagé de nombreux travaux, comme on l'a dit, donc à différents niveaux et par de nombreux acteurs. Tous témoignent en tout cas d'une forte volonté d'augmenter notre niveau d'ambition. À l'échelle nationale, c'est en ce sens qu'ont été engagées les révisions de la stratégie nationale bas carbone et de la PPE, dont la publication est annoncée pour la rentrée. Autant que du PNAC 3, donc du Plan national d'adaptation au changement climatique, qui vient d'être adopté en début d'année. Il en va de même au niveau régional, donc, où des travaux en cours de révision, comme on l'a dit, du SRCAE, qui devra être décliné dans les PCAET, dans le cadre des PCAET, ainsi que l'entrée en vigueur dernièrement du 4e plan de protection de l'atmosphère francilien en début d'année.
En parallèle de ces travaux, donc, la feuille de route de la COP régionale vient d'être publiée. Je vous invite à vous y référer. Et les premiers débats départementaux de la COP adaptation sont également lancés. On a, comme quoi il y a beaucoup de travaux en cours. Hein. Vraiment, on fait une liste de travaux. On a également le comité régional de l'énergie d'Île-de-France qui vient de se réunir pour la première fois et qui sera notamment en charge de proposer ces objectifs régionalisés de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, afin de formuler un avis sur la suffisance des zones d'accélération remontées par les communes pour atteindre ces mêmes objectifs régionalisés. Et à la DRIVAT, en même temps, on est en train de réviser le guide d'élaboration de révision des PCAET, qui va, pour le mettre à jour et vous aider un peu plus à élaborer vos PCAET. Mais également, on accompagne la mise en place d'un nouveau dispositif du Fonds vert dédié à la mise en œuvre des actions concrètes des PCAET au sein des territoires. Donc, on voit que ça bouge beaucoup, comme on vient de le dire. Hein, et tous ces travaux, ainsi que les travaux du Rose qui vont vous être présentés aujourd'hui, vont dans le même sens pour vous aider à rendre vos territoires plus résilients. Le Rose est un outil que nous, on considère précieux dans l'élaboration, qui a été précieux dans l'élaboration du GSRCE et qui nous servira encore pour le suivi de sa mise en œuvre. Mais il a également pour ambition de devenir votre plateforme au quotidien, et les travaux qui vont vous être présentés vont dans ce sens. Vous êtes invités à vous l'approprier, tout autant que ce nouveau SRSAE, afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos actions au cœur de vos territoires, et en particulier via vos PCAET. Voilà. Super. Merci à tous les deux pour vos interventions. Donc maintenant, je propose que l'on passe directement donc, aux données d'inventaire du Rose, en commençant par celles portant sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Bonjour à tous, merci Dylan pour le webinaire, l'organisation du webinaire. Donc, moi, je vais vous présenter la partie consommation d'énergie. Ça marche. Et émissions de gaz à effet de serre. Oui, il faut être patient. En fait. Un petit peu. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, un petit logo. Là. Ça se... Et ça ne veut pas passer. Le précédent, j'ai réussi. Bon, sinon, on va prendre le contrôle. Faut que je rende le contrôle. Tu le prends, tu l'as de fait. Tac. Ok, parfait. Tac. Donc, excusez-nous pour les petits détails techniques. Normalement, je devais réussir à prendre la main, mais je n'ai pu passer que le slide de L'introduction. C'était un peu limité. Donc, Air Paris fait en charge la réalisation des inventaires air, climat, énergie. Et dans le cadre du Rose, on met à disposition les données de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre assez naturellement. L'avantage, c'est que pour vos PCAET, les inventaires sont complètement cohérents air, climat, énergie. Et systématiquement, quand on sort une nouvelle année d'inventaire, là, je vais vous présenter les résultats de l'année 2022. Vous savez qu'il y a toujours un peu quasi 2 ans de décalage, le temps qu'on ait toutes les données d'entrée disponibles pour pouvoir réaliser cet inventaire. Et on en a profité pour recalculer l'historique sur les années de référence et donc tous les 5 ans, sauf 2020 qu'on a évité compte tenu de la crise Covid, on a pris 2019 en référence. Et c'est un inventaire évidemment qui s'appuie sur les données locales de l'énergie, à la fois ce qui est mis à disposition par les systèmes centraux de l'État, le service des statistiques de l'énergie, mais aussi des données locales via les partenaires du Rose et membres du Rose du type GRDF, Enedis et RTE qui ont pu nous aider à bien comprendre les données quand il y avait des choses étranges, notamment sur les reconstitutions historiques, et à la fois à compléter avec des données plus fines. Tu peux passer, merci.
Et donc, dans les nouveautés de 2022, je ne vais pas forcément vous détailler toutes les mises à jour de données, mais on voulait vous signaler que dans les données de consommation d'énergie qui sont mises à disposition par le ROSE ou par l'AREC ou par Airparif, on a ajouté les engins de chantier qui étaient bien entendu dans les inventaires, mais pas explicitement sortis sur la partie consommation d'énergie. Donc là, vous les avez et avec une méthodologie qui a été affinée. Et puis, on a aussi complété nos travaux avec, en ajoutant les puits de carbone, de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie. Dans notre jargon, on appelle ça UTC-ATF. Pour estimer la partie stockage et déstockage de carbone liée à la récolte de bois ou au stockage de bois. J'y reviendrai tout à l'heure. Et actuellement, c'est disponible qu'à l'échelle régionale, mais on pourra travailler de manière plus fine spatialement à l'avenir. Donc, comme je le disais, je ne vais pas vous détailler tous les éléments, mais vous aurez accès à la présentation ultérieurement. Vous dire que sur l'aspect, on a amélioré tout ce qui est historique et sectorisation entre les différents secteurs, notamment résidentiels, tertiaires, de tout ce qui est consommation de chaleur urbaine. On a aussi amélioré dans le secteur de l'industrie la partie séparation des usages énergétiques et non énergétiques pour des consommations de combustible, pour notamment permettre, et c'est noté dans le point d'après, d'intégrer la correction climatique pour le chauffage de l'industrie, non seulement du résidentiel et du tertiaire, mais aussi de l'industrie et de la partie agriculture, d'où l'affinement qu'on a fait sur la séparation sectorielle de l'industrie. Ah ouais. Il faut que je regarde aller. Donc l'inventaire est disponible à l'échelle de la commune, de l'EPCI, du département ou de la région. Et je l'ai déjà dit, on a une complète cohérence historique et on a notamment sur l'aspect GES, l'ensemble des secteurs dits PCAET, et tout ça cohérent, air, climat, énergie. Et vous avez sur la slide les détails que je ne vais pas vous préciser là sur comment accéder aux données. Vous pouvez demander les données par tous ces points d'entrée que sont Airparif, l'AREC ou directement la plateforme. Et concernant les consommations d'énergie, alors on a une baisse. Le point extrêmement positif, c'est qu'on a une baisse continue des consommations depuis 2005. Et entre 2005 et 2022, on atteint 22% de baisse. Et donc, pour les consommations d'énergie, on donne les informations par source d'énergie finale, où on a toutes les sources d'énergie citées, et puis réparties dans 6 secteurs d'activité différents. On a sorti les engins de chantier, on verra si ça restera sorti ou si on le mettra dans l'industrie. Mais en tout cas, cette année, on voulait aussi montrer cette amélioration dans les calculs. Et donc, ce que vous attendiez tous, les résultats. Je ne vais pas forcément m'étendre sur les valeurs absolues secteur par secteur parce que je ne suis pas sûre que ça vous dise quelque chose, tout comme les 168,8 TWh de consommation totale en Île-de-France. Ça, c'est un chiffre qui est un climat réel. Mais on va s'attarder un petit peu plus sur les grands secteurs et d'autre part sur les évolutions par grands secteurs. Donc, sur les 3 principaux secteurs contributeurs, c'est
sans surprise, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire et le transport routier qui sont extrêmement présents en Île-de-France. Et vous avez, pour ces trois secteurs, enfin 2 de ces 3 secteurs, on a des baisses significatives et plus importantes que la moyenne tout secteur régional depuis 2005, puisqu'on a de l'ordre de 30%, un petit peu moins ou un petit peu plus pour le résidentiel et le transport routier. Et un point un peu singulier dans l'ensemble des secteurs qui ont tendance à baisser ou à stagner, on a le secteur tertiaire qui a une augmentation, alors certes pas énorme, mais quand même une augmentation entre 2005 et 2022. On regarde assez attentivement la suite puisqu'on sait qu'on a des comportements qui évoluent fortement dans l'utilisation du tertiaire, notamment depuis le Covid. Et on a, au moins sur le secteur du gaz, une très forte baisse en 2023 par rapport à 2022. Donc, on verra pour les prochains inventaires. Mais en tout cas, le tertiaire pourrait bouger dans son évolution, mais jusqu'à présent, c'est le seul qui augmentait à la fois sur tout secteur d'activité confondu et pas seulement sur la partie autres usages et usages d'électricité pour la partie Internet, la partie usage numérique, mais aussi sur les aspects chauffage par augmentation des superficies. Et donc, sur les consommations, on vous a présenté un petit peu différemment les choses. Pour vous, les points qu'on voulait mettre en lumière un petit peu plus, c'est l'augmentation de l'usage en consommation d'énergie du bois énergie entre 2005 et 2022 avec 18% de plus, notamment dans le secteur résidentiel. Et c'est important, notamment parce qu'il y a un très fort enjeu sur l'aspect qualité de l'air du bois énergie et que d'un point de vue climat, ça pose aussi des questions sur le caractère décarbonant, on va dire, de l'utilisation de cette énergie. Et puis dire aussi, et ça c'est globalement plus positif dans la logique des évolutions qui étaient voulues notamment par le précédent SRCAE, plus 10% d'utilisation de chauffage urbain, toujours entre 2005 et 2022. Et un petit point sur comment ces évolutions se calent par rapport aux ambitions du précédent SRCAE, puisque le nouveau, on vous en a parlé en introduction, mais il n'est pas encore sorti. Donc, on a des objectifs, on est plutôt pas mal placé par rapport à l'objectif en conso tout secteur. L'Île-de-France est particulièrement à une baisse plus importante que ce qu'on peut avoir à l'échelle française sur la même période de temps, puisque tout secteur confondu, la France n'est que à moins 12%, alors que la région, comme je le disais, fait moins 22%. Et si on zoome sur le secteur du bâti, on est un peu au-dessus des ambitions du SRCAE, comme c'était le cas pour tout secteur. Mais là aussi, on a une baisse qui est plus importante que ce qu'on a à l'échelle française, puisqu'on a 15% de consommation en moins à l'échelle régionale pour 3% seulement à l'échelle française. Et pour les gaz à effet de serre, là aussi une baisse notable avec 36% de baisse des émissions, donc les émissions réelles de gaz à effet de serre entre 2005 et 2022. Et si on regarde plus avant, là on a 9 grands secteurs. Je ne vais pas vous détailler la méthodologie, on vous a précisé là pour rappel, et comme ça vous les avez si vous en avez besoin. Les gaz
à effet de serre pris en compte dans le système. Et puis, on travaille sur les émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie, comme c'est demandé pour vos PCAET. Et un petit mot sur mon secteur avec un nom barbare, utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. Puis ça, c'est des données qu'on met à disposition seulement depuis cette année, mais vous voyez sur mon schéma qu'on a recalculé l'historique à partir, on avait les données disponibles pour le faire. Et ce qui est important de montrer, c'est que c'est ce côté, donc on vous a montré les émissions en bleu, qui sont les émissions telles qu'on voulait calculer avant. Et puis, on a mis les petites barres rouges en dessous, c'est la partie puits de carbone, c'est-à-dire ce qui réduit, on va dire, les gaz à effet de serre sur la région. Donc, on voit d'une part que on n'a pas du tout un équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on capte. Hein. Ça, je pense que ce n'est pas tellement une énorme surprise. Mais surtout, on n'a actuellement pas complètement, on n'a pas de tendance ni à l'augmentation franche ni à la diminution. On a néanmoins, et ça ne se voit pas sur les chiffres pour l'instant, des inquiétudes liées au changement climatique qui rend certaines espèces d'arbres beaucoup moins résistantes à la chaleur et aux maladies parce qu'elles sont plus faibles, et donc un risque que ce captage de carbone décroisse. Et on a calculé ça avec 4 grandes familles. L'accroissement forestier, donc la croissance de la masse ligneuse. On a regardé à l'inverse ce qui est défalqué de ce puits de carbone par les récoltes de bois, dont une partie est liée à du brûlage de déchets de coupe, qui n'est pas majeur, mais qui compte aussi. Et on intègre aussi là-dedans le changement d'occupation des sols, c'est-à-dire des terres qui sont sorties, enfin plus l'artificialisation des sols qui fait qu'on a moins de forêts, moins de zones de culture, donc moins de zones d'absorption. Et comme j'ai déjà pas mal parlé, je vais aller relativement vite, mais ça, il n'y a pas de gros changements dans les secteurs par rapport à ce qu'on a pu vous présenter l'année dernière. Là aussi, toujours une baisse assez importante des émissions des gros secteurs d'activité. Là, contrairement à la partie consommation d'énergie, on a des baisses, y compris sur le tertiaire, donc des baisses très significatives sur l'industrie, secteur résidentiel, transport routier et secteur tertiaire, même si c'est un peu moindre en lien avec ce que je disais avant sur les consommations d'énergie qui n'ont pas baissé et même augmenté un petit peu. Et les secteurs principaux, c'est les secteurs qui sont consommateurs d'énergie, donc le transport routier et le secteur du bâti résidentiel et tertiaire. Vous avez les détails ici. Et comme d'habitude, tant pour les consommations d'énergie que pour les gaz à effet de serre, on vous présente les choses à l'échelle régionale, mais vous avez l'habitude, on a les informations disponibles à l'échelle de la commune ou à l'échelle de l'EPCI par secteur d'activité en fonction des besoins que vous avez. Et par rapport au SRCAE, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail qui vous dire que on est là aussi en réduction de gaz à effet de serre au-dessus de l'objectif du SRCAE qu'on avait à 2020 et au-dessus aussi des baisses à l'échelle française de 27% pour 36% dans la région francilienne sur la même période entre 2005 et 2022. Merci. Merci beaucoup, Anne. On va enchaîner directement sur les productions énergétiques franciliennes. Juste pour rappel, donc si jamais vous avez des questions directement sur les inventaires, n'oubliez pas, vous avez toujours le petit bouton Q/R pour poser vos questions. Et on y reviendra juste après les productions. Donc sur l'inventaire des productions, c'est un inventaire qui est produit donc, par la Régie de France tous les ans, avec un décalage de 2 ans de mise à disposition des données à la commune. Là, je vous ai mis juste un petit exemple pour l'année 2024, c'est-à-dire donc les années, l'année qui est en cours.
qui est en cours justement de construction. Donc sur 2025, on récolte les données sur cette année-là, donc tout ce qui est open data, close data, les enquêtes et des modélisations qui sont associées. Et à savoir quand même que certaines données n'arrivent qu'en fin d'année, et notamment celles qui sont issues d'enquêtes, voire dépassent même parfois un peu le début d'année 2026. Ça me permet du coup d'enchaîner sur 2026. Donc en 2026, après, on a donc la mise en forme des bases d'extraction et la valorisation des données qu'on en fait. Donc ça demande un petit laps de temps aussi pour s'organiser au niveau des équipes, les réunions internes, les réflexions autour des évolutions, que ce soit avec les collectivités, mais également avec les partenaires du ROSE. Et donc après, le processus de développement des outils qui est nécessaire du coup pour la mise à disposition des données. Et tout ça, ça permet de conclure sur les présentations des données, donc au cours d'événements en tout genre, hein, donc des GT, mais également comme aujourd'hui, donc le webinaire annuel du ROSE. Au niveau des sources des données, donc là, je ne vais pas revenir sur toutes les sources de données qu'on utilise, hein, je vous en ai mis quelques-unes là sur le PPT, mais on va dire qu'on a deux groupes de données, on a les données régionales et les données nationales. Pour ce qui est des données régionales, c'est très basiquement finalement les enquêtes, donc toutes les enquêtes qu'on porte, que ce soit à la REC, au travers du coup de l'enquête sur les chaufferies biomasse collectives et ou industrielles, les suivis des installations de méthanisation et des stations d'épuration, mais également, par exemple, que la DRUAD porte sur les sites de géothermie profonde, ou encore le suivi des installations des traitements de déchets, qui est une enquête menée par l'ORDIF annuellement également. Et on utilise également l'inventaire des consommations énergétiques pour certaines modélisations sur les productions. Sur les données nationales, là, on a des enquêtes, notamment par exemple l'enquête sur le réseau de chaleur et de fraîcheur qui arrive notamment en fin d'année, qui est faite par la FEDEN, qui est réalisée par la FEDEN. Mais on a également d'autres données qui sont très importantes également, notamment sur la partie production d'électricité et production de gaz, hein, donc tout ce qui est le registre des installations de production qui sont faits par les énergéticiens, RTE, Enedis, Natran, GRDF. Mais on a également d'autres sources comme le panorama de la chaleur renouvelable, le recensement de la population de l'INSEE. Enfin voilà, c'est un peu toutes ces données-là qui permettent de produire finalement l'inventaire de production derrière. Sur les nouveautés méthodologiques, pareil, je ne vais pas revenir forcément sur tous les éléments en profondeur, hein. Voilà, on pourra totalement y revenir si jamais vous avez des questions durant la partie Q/R ou même par mail après le webinaire, c'est totalement possible également. Au niveau des généralités sur les nouveautés méthodologiques, maintenant, quand vous faites par exemple des demandes d'extraction de données, par mail par exemple directement, si vous ne voulez pas passer par les outils, si vous avez du mal à passer directement par les outils, vous pouvez le faire par mail. Et ben maintenant, sur les productions, vous avez un seul et même fichier qui vous est livré, avec des graphiques préconstruits, et c'est plus plusieurs fichiers. Avant, pour rappel, hein, si jamais vous m'avez déjà demandé des données sur les productions, il y avait plusieurs fichiers. Donc un fichier sur les productions géothermiques, un fichier sur les productions sur le bois énergie, etc. Et c'était pas forcément évident pour vous. Donc maintenant, on a essayé de tout faire ça sur un seul et même fichier, comme pour les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, pour plus de facilité d'utilisation pour vous. En plus de ça, on a homogénéisé tout ce qui est nom de filière, tout ce qui est filière également interénergie, donc chaleur, électricité, gaz et fraîcheur. Maintenant, par exemple, si je prends un exemple très concret, on va avoir une filière méthanisation qui va être du coup sur le même périmètre pour tous. Mais bien sûr, du coup, la production n'est pas la même, soit chaleur, soit électricité, soit gaz, par exemple pour la méthanisation. Et à savoir également que sur l'homogénéisation des noms de filières, on travaille énormément avec le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, le RAR, pour veiller à ce que quand il y a des reportings nationaux notamment, on soit à peu près finalement sur les mêmes noms de filières pour simplifier la compréhension des données. Sur le sujet des périmètres, il y a quelque chose qui était, on va dire quand même pas mal attendu, c'est la prise en compte de l'autoconsommation. Quand c'est disponible sur certaines filières, c'est notamment le cas sur les usines d'incinération ou les unités de méthanisation. C'est pas encore possible sur le solaire photovoltaïque, mais c'est une des évolutions qu'on voudrait bien mettre en place, sous réserve qu'on puisse techniquement le faire, ce qui est assez compliqué. Je pense que je vous apprends rien. On a également une différenciation au niveau des pompes à chaleur. Donc maintenant, on peut avoir la part ENR des pompes à chaleur grâce à l'enquête qui est menée par la DRUAD. Donc maintenant, on sait exactement quelle est la part ENR et quelle est la part non ENR. À savoir que la part non ENR, c'est finalement la consommation électrique des pompes à chaleur. Donc ça, c'est une évolution au niveau des périmètres.
Et enfin, on a également un travail avec la FEDEN sur un meilleur recensement des réseaux de chaleur et de fraîcheur franciliens pour leur enquête, qui est assez important également chaque année à suivre, parce que certains réseaux peuvent disparaître d'une année sur l'autre. Et par ailleurs, ça me permet de vous faire un petit message. Si jamais vous, sur votre territoire, vous voyez un réseau de chaleur ou de fraîcheur qui n'est pas recensé dans l'enquête, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, et on pourra totalement se rapprocher de la FEDEN pour qu'on puisse réintégrer le réseau ou intégrer. Et au niveau des nouvelles données, donc là, il y en a plusieurs. Donc on a déjà, je ne vais pas revenir sur tous, mais il y a quelque chose qui a été aussi pas mal attendu. C'était des données qui n'étaient disponibles qu'à l'échelle régionale, mais maintenant vous avez à l'échelle territoriale, à l'échelle de la commune, tout ce qui est donné sur la chaleur diffuse. Donc ça comprend bois domestique, toutes les pompes à chaleur, géothermique et aérothermique, et le solaire thermique. Donc tout ça, maintenant que vous avez à partir de modélisation, donc c'est des données modélisées, donc c'est pas forcément exhaustif, et ça permet d'avoir des tendances, on va dire. Vous avez directement accès à ça sur votre commune, sur votre territoire. Pas forcément que ce soit votre commune. Vous avez également le détail des productions sur les filières frigorifiques. Donc avant, vous aviez juste une production globale de fraîcheur. Et bien maintenant, on a pareil, sur la base d'une modélisation sur les différentes installations. Maintenant, vous avez, on les verra juste après, 4 grandes filières sur la production de fraîcheur. Et je pense que ça peut pas mal vous intéresser, surtout dans le contexte actuel. Et enfin, on a intégré également tout ce qui est données sur le nombre d'installations, sur les puissances installées, mais également des données sur la rétrospective jusqu'à 2017. Pour le moment, on va essayer de voir pour remonter un peu plus loin, mais pour l'instant, c'est jusqu'à 2017. Et toutes ces évolutions méthodologiques, elles seront disponibles dans une note méthodologique qui est en cours de rédaction et qui sera disponible courant de l'été. Donc là, ça me permet d'enchaîner sur les filières. La slide est un peu chargée, mais ça vous permet un peu de voir les différentes filières qu'on a au niveau de chaque énergie produite. Donc pour la fraîcheur, ce que je disais tout à l'heure, donc on a tout ce qui est centrale frigorifique, le free cooling, qui est donc le refroidissement d'un fluide par l'intermédiaire d'un cours d'eau, notamment en Ile-de-France, c'est majoritairement lié à l'eau de Seine. On a tout ce qui est géothermie, profonde et de surface, et également tout ce qui est pompe à chaleur hors géothermie. C'est une faible part, mais ça existe quand même. Sur la partie gaz, maintenant, vous allez avoir tout ce qui est unité de méthanisation, donc station d'épuration, installation de stockage des déchets non dangereux, c'est le fameux acronyme ISDND, qui est tout aussi barbare que l'UTS et ATF. Les ordures ménagères résiduelles, donc c'est nos déchets ménagers, quand le choix de la valorisation n'est pas la production de chaleur ou l'électricité, mais la production de biométhane. Et enfin, tout ce qui est méthanisation agricole, territoriale, industrielle, donc ça, c'est également disponible. Sur l'électricité, maintenant, on a pareil, la méthanisation. Donc là, on a le détail sur méthanisation agricole, territoriale, industrielle, les ordures ménagères résiduelles, etc. Sur l'électricité également. Mais là, on a également tout sommé sous la filière méthanisation. On a les UIDND, c'est l'usine de l'incinération, l'éolien, le solaire photovoltaïque, l'hydraulique. Bon, ça, c'est du basique, vous connaissez. Et ensuite, on a des groupements qui sont les autres ENR et R ou autres non-ENR et R, qui sont des filières plus anecdotiques dans le mix général, mais qui existent quand même, dont on a le détail. Mais voilà, c'est pour plus de simplicité de compréhension, on a fait des regroupements. Et enfin, on a le thermique fossile. Sur la chaleur, c'est un peu le même process. Donc, on a toujours ces deux petits groupes, autres ENR, autres non-ENR, thermique fossile, la méthanisation également, les usines d'incinération. Et bien sûr, on a des filières plus spécifiques à la chaleur, à savoir donc le bois énergie, les géothermies, les packs aérothermiques. Donc ça, c'était sur les filières. Si on passe aux données, donc là, on voit directement avec le graphique général à votre gauche en compartiment, le petit Mondrian, comme on aime les appeler, les 81% de chaleur. Donc on voit très clairement qu'on est une région fortement productrice, productrice en termes de chaleur. Là, 81%, ça écrase totalement les autres énergies, même si elles sont également en train d'évoluer, notamment l'électricité. Donc là, ça représente 13%. Et le gaz et la fraîcheur, ça représente respectivement 3 et 3%, donc chacun 3%. Donc pareil, ça évolue pas mal, on le verra juste après. Juste en dessous, d'ailleurs, je vous ai mis juste les pourcentages de NR au sein du coup de ces productions.
Et à droite, je vous ai également ajouté, donc sur le ENR et R, on est sur du 20,3 TWh, et sur la production non ENR et R, on est sur 7,7 TWh. Là, c'est le même graphique, mais c'est juste avec les différentes... pour bien voir la répartition de chaque filière, la part que ça prend. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce graphique-là, vous aurez accès à la présentation, mais c'est vraiment juste pour montrer un peu le global. On peut voir quand même que les filières de la chaleur sont assez importantes par rapport aux filières électriques, gazières et fraîcheur, quoi. Pareil, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des évolutions par filière, mais c'est pour montrer un peu l'évolution globale de 2017 à 2023. Au global, on a plus 11% par rapport à 2017, si on comprend énergie renouvelable et de récupération, mais également énergie fossile, par exemple. Mais on a deux tendances différentes sur ces énergies. Donc, énergie renouvelable et de récupération, on a une augmentation de 28% sur cette période-là. Et non ENR et R, on a une baisse de 16% de la production. Donc, vous voyez qu'on augmente au global, on est à plus 11%, mais par contre, cette évolution, elle se fait plutôt au profit, donc, et c'est bien, c'est un peu l'objectif quand même de tout ce qu'on fait aux différentes échelles territoriales. On a donc une évolution de l'ENR et R et une baisse finalement de notre dépendance aux énergies fossiles pour la production. Tac. Si on fait des zooms, un peu plus particulièrement, donc là c'est le zoom sur la chaleur. Donc à gauche, vous avez le mix énergétique sur la chaleur avec des filières qui sont plus représentées que d'autres. C'est notamment le cas du gaz naturel à 26%, qui comprend uniquement les chaufferies. Les usines d'incinération des déchets à 22%. Et enfin, le bois énergie qui comprend le bois domestique plus les chaufferies collectives et ou industrielles qui sont à 23%. Ce qui est intéressant de regarder sur ces filières-là, c'est également leurs évolutions depuis 2017. Faut savoir que du coup, depuis 2017, le thermique fossile, là on peut le voir sur le graphique de droite, on voit deux choses. En 2021, une forte hausse nous, on explique en tout cas au travers de nos premières analyses par un prix du gaz qui était assez compétitif sur 2021 par rapport à d'autres énergies, même s'il commençait quand même un petit peu à augmenter en 2021, mais il restait quand même assez compétitif, mais également qu'on explique par un hiver qui était assez rude, on va dire. Du coup, ce qui fait que les réseaux de chaleur, notamment, ont fait appel à leur chaufferie d'appoint ou de secours, et notamment qui fonctionnent au gaz naturel. Et en plus de ça, on a également certaines installations qui sont passées du fioul ou du charbon à du gaz naturel. Donc ça explique également cette hausse. Et ensuite, on voit la dégringolade totalement entre 2022 et 2023. Vous connaissez tous, je pense, le contexte, c'est la crise de l'énergie. Là, on voit très clairement cette chute sur le graphique. Sur le bois énergie, on est sur une certaine stagnation, une baisse de 3% sur cette période, qui s'explique également par différents facteurs. On a une concurrence très claire au niveau des usages du bois. Ça, je pense que je vous apprends rien également, mais c'est assez important à prendre en compte. On a également un prix du bois qui augmente quand même sur certaines années, mais également la baisse du stock disponible sur le bois énergie. Et je pense également, à force de aussi insister sur les messages à travers de la pollution de l'air, je pense qu'il y a aussi un impact sur le bois domestique, même si c'est plutôt fait sur les dernières années, mais c'est quand même assez visible ici. Sur les usines d'incinération, on a une hausse ici de 14%, qui s'explique également parce qu'il y a le raccordement de certaines usines d'incinération à des réseaux de chaleur, usines d'incinération qui n'étaient pas encore raccordées, ce qui fait que de facto on a une hausse. On a également une efficacité énergétique qui se produit au sein des usines d'incinération et une capacité qui est accrue. Et quand même, il y a un message à faire passer, c'est qu'on observe quand même une baisse de la production des déchets, en tout cas plus sur certaines années que d'autres, mais en tout cas, il y a une baisse, on va dire, globale tendancielle sur la production de déchets qui va complètement dans le sens de la démarche finalement de la réduction globale de nos déchets, en tout cas en France et en Île-de-France.
Et sur d'autres filières en présence, donc les géothermies, hein, notamment profondes ou encore les packs aérothermiques, c'est ce qu'on voit sur les évolutions, elles augmentent également légèrement, on va dire, voire, enfin en tout cas, sont un peu plus faibles dans le mix, mais elles augmentent également sur cette période-là. Sur l'électricité, on observe à peu près les mêmes tendances que sur la chaleur, et les explications sont quasiment les mêmes. Et on a par exemple là, en l'occurrence, deux grandes filières. On a toujours le gaz naturel à 38% et l'usine d'incinération à 28%. Mais on a également d'autres filières qui sont assez importantes quand même à mettre en avant. Donc on a l'éolien qui, même si le nombre de parcs éoliens, même si il y a un parc éolien vraiment qui a ouvert entre-temps, enfin sur cette période-là, même si le nombre de parcs éoliens reste faible, il stagne par rapport au national, en raison de tous nos enjeux locaux. La production a continué d'augmenter, donc c'est assez intéressant à mettre en avant. Et à l'inverse, on observe clairement une multiplication par 4 de la production d'électricité à partir de solaire photovoltaïque sur cette période, qui s'explique là, c'est pour ça que je dis à l'inverse, par un nombre d'installations qui devient de plus en plus important à travers les années. Sur la fraîcheur et le gaz, sur la fraîcheur, donc comme je disais, avec les derniers jours de canicule, on est justement sur l'actualité. Hein. On s'observe quand même une certaine stagnation depuis 2017, avec pourtant 5 réseaux de fraîcheur en plus et énormément de nouveaux raccordements. Je pense notamment au réseau fraîcheur de Paris, hein, donc sur la ville, mais également sur le réseau de la Défense. Mais néanmoins, je pense que on pense en tout cas que cela s'explique par notamment la crise du Covid. Enfin, il faut savoir quand même que les réseaux de fraîcheur sont majoritairement, enfin les clients des réseaux de fraîcheur c'est majoritairement du tertiaire. Et en 2020-2021, le tertiaire a pris un coup, n'empêche, sur les besoins en tout cas de climatisation, parce que les personnes télétravaillaient énormément. Donc c'est pour ça qu'on voit des énormes baisses en 2020 et 2021 et une reprise, on va dire, de l'activité en 2022 et 2023. Pour le gaz, là on est face à la filière hein, qui, même si elle ne représente que 3% du mix énergétique, encore une fois, elle connaît la plus forte évolution depuis 2017, avec une multiplication par 13. Là, je ne vous ai pas mis un pourcentage parce que ça veut strictement rien dire, donc c'est pour ça que je vous ai plutôt mis multiplication par 13. Et avec, ça je pense ça pourrait peut-être faire plaisir à Fatima, un département qui est très moteur sur la méthanisation, la Seine-et-Marne du coup. Donc ça c'était sur la partie fraîcheur et gaz. Ensuite, je vous ai fait une petite slide sur la couverture des productions locales d'énergie par rapport à la consommation d'énergie francilienne, qui est au global donc de 14%. Et à titre de comparaison, hein, je vous ai également donc les couvertures énergétiques sur les autres énergies, donc chaleur, électricité et gaz. Je vous laisserai regarder peut-être ça plus en détail. Et au global, on couvre 14% de nos besoins. Et enfin, pour terminer, je termine juste par une slide sur quelques potentiels en Ile-de-France. Hein, ils ne sont pas tous présents et je ne peux pas non plus citer malheureusement tous les outils existants, sinon la slide serait beaucoup trop chargée, déjà qu'elle l'est déjà. Voilà. Mais on a 3 filières avec un fort potentiel, on va dire, de développement en Ile-de-France. Déjà, vous le savez tous, je pense, on a la géothermie profonde et de surface. L'avantage d'ailleurs de la surface, c'est que c'est à peu près disponible sur tout le territoire francilien, à l'inverse de la géothermie profonde. Même si on a un potentiel assez important avec la nappe du Dogger, notamment sur l'est francilien. Je vous ai mis une petite photo du forage en cours à Malakoff d'ailleurs, hein, et je vous ai mis 2 cartes qui sont disponibles sur Énergif pour information, hein, une sur les forages géothermiques, principalement d'ailleurs des forages sur géothermie profonde, en exploitation et en projet, et une sur le potentiel en géothermie profonde à l'échelle communale sur la nappe du Dogger. Ça, c'est toute la partie gauche de la slide. Ensuite, on a le potentiel solaire au travers donc de deux cartes vises à l'Institut, mais également disponible sur l'outil Mon potentiel solaire côté du coup région Île-de-France, sur les gisements de toiture et les parkings en Île-de-France. Donc ça, c'est des données auxquelles vous avez accès. Vous pouvez demander d'avoir des extractions sur ces données-là et vous pouvez directement les adapter à votre territoire.
Et enfin, c'est pas une filière en tant que telle, mais c'est assez intéressant parce que c'est une installation qui est particulièrement intéressante à développer en Île-de-France, du fait de la densité des besoins, hein. C'est les réseaux de chaleur et de fraîcheur. Vous devez connaître l'outil, mais je vous le rappelle quand même, hein, France Chaleur Urbaine, hein, qui permet, notamment grâce aux données du CEREMA dans le cadre du projet en réseau, d'avoir une estimation du potentiel des besoins en chaleur sous forme de polygones, hein. C'est ce que vous voyez en bas à droite sur l'écran. Sous forme de polygones, du coup, les zones à potentiel ou à fort potentiel. Et vous verrez sur France Chaleur Urbaine, il y a également plein d'autres données connexes, hein, sur les réseaux de chaleur qui sont assez intéressantes. Donc, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses sur la première séquence. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. On va prendre des questions en ligne, du coup, dans l'onglet Q&A, pour ceux qui ne les ont pas encore posées. Donc, il y avait une première question qui avait été posée, mais dont Anne Kaufmann avait répondu tout à l'heure. Mais peut-être qu'on peut la reprendre à l'oral, histoire de la partager à tout le monde, parce que peut-être que tout le monde n'a pas lu l'onglet Q&A, en tout cas parmi ceux qui assistent au webinaire. Donc, la question qui était posée, c'était de savoir pourquoi 2005 comme une référence dans l'historique des consommations et des émissions que mène Air Paris, alors qu'on évoquait justement 2019 et 2022 comme des années intéressantes, et pourquoi pas une comparaison 2019-2022 finalement, qui est plus pertinente. Donc, je te laisse répondre, Anne. Alors, ça dépend de l'échelle temporelle à laquelle on souhaite travailler. Bien évidemment, les données, comme je disais, qu'on a retravaillé tout l'historique, vous pouvez, avec les données qu'on vous met à disposition, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle communale ou à l'EPCI, recalculer les gains 2019-2022. Après, les références du SRCAE étaient, l'année initiale était 2005. Il y a aussi tout un tas de plans nationaux qui avaient pris comme année de référence 2005. Et on remonte en revanche pas plus tôt que 2005 parce qu'on a un mal fou à retrouver des données qu'on puisse rendre comparables au reste de l'historique. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu remonter à 1990. C'est extrêmement délicat. Donc, si vous avez besoin d'éléments en amont, alors je sais que ce n'était pas la question, mais j'en profite, en amont, plus ancienne que 2005, je vous invite à regarder les tendances nationales du CITEPA. À l'échelle nationale, on a des choses qui remontent effectivement jusqu'à 1990 au moins. Et ça vous donne des éléments qui sont pas mauvais pour ces périodes-là. On n'aura rien de plus pointu et on ne saurait de toute façon pas le spatialiser. Enfin, on a une autre question, alors qui s'adresse à toi, Dylan, mais qui va peut-être aussi s'adresser à Anne aussi, d'un point de vue consommation. Je pense qu'on pourra profiter pour faire un crochet là-dessus. Donc, la question portait sur l'aérothermie, notamment sur les pompes à chaleur. Est-ce qu'on a des éléments sur la part de production chaleur et fraîcheur, du coup, par ces pompes à chaleur aérothermiques? Alors, c'est une évolution que, en tout cas, on envisage. Là, actuellement, c'est pas encore disponible parce qu'on n'a pas encore mis en place une modélisation sur ce sujet-là. Là, quand je vous présentais, par exemple, des données sur les productions de fraîcheur, c'est exclusivement périmètre réseau de fraîcheur. Donc, on n'a pas tout ce qui est fraîcheur diffuse, on va dire, individuelle. Hein, donc, tout ce qui est justement pompe à chaleur réversible, c'est pas compris dedans encore. Mais on prend note et c'est une évolution qu'on peut totalement envisager dans une future évolution des inventaires de production, quoi. J'ai rien à ajouter. Non, mais sur la consommation des climatiseurs, peut-être, de enfiler la question, si ça se voit peut-être dans les données de consommation. Alors, on ne les sépare pas actuellement. Ça, pour l'instant, c'est la même réponse. C'est dans les filières, une filière un peu globale autre, je crois, avec tout ce qui est électricité spécifique. Voilà, cuisson. Et on n'a pas le détail des informations qui nous permettent pour l'instant de séparer ça. Mais ça fait partie des éléments qu'on regarde. Dès qu'on aura des éléments pour déconvoluer cette thématique autre, on regardera ça. On est bien conscient que c'est un élément important. Non, pour okay. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez d'autres questions. De toute façon, à la fin après le webinaire, je vais faire un document qui va résumer finalement toutes les questions qui ont été posées, et comme ça, vous aurez directement accès aux réponses sur les questions qui ont pu être posées au cours du webinaire. Donc, je vous propose qu'on passe à la seconde partie, donc sur les outils du ROSE, donc à savoir les tableaux de bord franciliens et métropolitains, et la partie sur l'outil Énergif.
Donc on va être à 2 voix. Donc moi d'abord sur la partie tableau de bord et Erwan sur la partie énergif. Donc je vais juste reprendre la main. Je vais arrêter 2 secondes le partage pour partir sur le tableau de bord. Tac. Tac. Alors normalement vous voyez bien mon écran. Donc voilà le tableau de bord qui n'est pas encore accessible directement sur le site du Rose, hein, ce sera accessible durant les prochains jours. Il y a encore juste quelques petites modifications à faire, hein, mais c'est assez. Le gros du travail est déjà là et c'est à peu près la version finale. Donc tout d'abord, vous pouvez voir le fameux passage soit du tableau de bord Île-de-France au tableau de bord Métropole du Grand Paris, donc à travers ces 2 boutons-là, avec la mention de la mise à jour qui est juste là. Ensuite, vous avez toujours aussi le sommaire qui est tout en haut pour passer au niveau des différentes parties du tableau de bord pour y aller plus facilement, on va dire. Hein. En commençant donc par les chiffres clés. Donc là, on est échelle Île-de-France. Hein, donc vous avez toujours une petite fenêtre contextuelle un peu sur la superficie et la population du coup francilienne. Hein. Il y a la même chose pour le pendant métropolitain. Pour un peu rappeler finalement quand on parle de ratio, notamment par exemple sur les consommations à 13,6 MWh par habitant, comparé à l'échelle de France, on est à 25,5 MWh par habitant. C'est pas forcément qu'on est de très très bons élèves, c'est que on a des ratios qui sont, une population qui est assez importante, donc des ratios qui sont assez importants. On évolue comme tout le monde en France, hein, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est vraiment les meilleurs parmi tout ça, quoi. Donc ça, c'est sur la partie chiffres clés. Donc vous avez trois colonnes, on va dire, hein, consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre et production énergétique avec les principales données. Je vous laisserai regarder. Ensuite, sur la partie consommation énergétique, donc ça c'est une nouveauté du coup sur cette version, cette édition 2025 du tableau de bord, c'est un diagramme de Sankey entre les consommations par énergie avec ce que ça correspond dans les différents secteurs et inversement. Donc par exemple, là si on clique sur gaz naturel, vous avez accès à la proportion que cela prend au sein des différents secteurs, donc résidentiel, tertiaire, transport routier, agriculture et industrie. Et quand vous passez également directement spécifiquement sur le résidentiel du gaz naturel, par exemple, là vous avez la valeur qui est indiquée juste là. Et pareil, hein, vous pouvez faire ça sur toutes les énergies et tous les secteurs. Ensuite, vous avez tout ce qui est évolution. Donc son même principe, là, c'est les évolutions sur les énergies entre 2005 et 2022, avec les valeurs et également les pourcentages. Et vous pouvez désélectionner d'ailleurs, hein, comme si vous souhaitez juste, par exemple, le résidentiel et le tertiaire, hein, par exemple. Là, vous pouvez juste sélectionner ces deux-là et vous avez votre graphique. À savoir que quand même les données à droite ne se mettent pas à jour automatiquement. C'est un petit détail qui est à prendre en compte. Et vous avez la même chose sur les secteurs. Tac, juste là. Passant de ça à ça. J'ai oublié de le dire juste avant, mais d'ailleurs, pour chaque graphique, vous avez également une option pour télécharger les données. Ça, c'était une nouveauté de l'année dernière, mais c'est toujours accessible et vous pouvez directement télécharger les données en format Excel via le tableau de bord. Et par ailleurs, autre nouveauté sur cette année, vous pouvez également télécharger directement les graphiques en JPG, en PNG ou en PDF, ou même l'afficher en grand écran. Voilà, vous voyez. C'est possible maintenant, donc pour toutes vos présentations, vous n'avez plus à faire des captures d'écran du tableau de bord, vous pouvez directement télécharger les graphiques. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous avez des textes hein, qui ont été mis à jour. Je ne vais pas forcément les lire, mais c'est juste pour information, qui permettent un peu de contextualiser les différentes données qui sont affichées. Ça, c'est une nouveauté de cette année également. Vous avez les consommations par usage, donc pour le résidentiel et le tertiaire. Donc usage, on a chauffage, eau chaude sanitaire et autres, hein, dans lequel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est compris tout ce qui est électricité spécifique, climatisation, mais également la cuisson en l'occurrence. Et vous avez également les consommations par période de construction et les consommations par sous-secteur tertiaire. À savoir que sur la période de construction, il y a différents facteurs qui pourraient être intéressants à analyser, notamment combien de logements ont été construits sur ces périodes-là. Mais là, actuellement, c'est pas explicité dans le tableau de bord. C'est des analyses qu'on peut faire du coup en plus du coup des différents éléments qui sont présentés sur le tableau de bord.
et donc les sous-secteurs tertiaires, hein, qui sont de retour sur l'inventaire 2022, qui étaient absents en 2021, mais maintenant vous avez re-accès à l'échelle communale sur les consommations par sous-secteur tertiaire. Sur l'émission de gaz à effet de serre, on a toujours le Mondrian pour montrer la part des différents secteurs, les évolutions avec le petit nouveau UTC-ATF. Sur les productions énergétiques, on a toujours également le Mondrian pour bien montrer la part que je vous ai présentée tout à l'heure sur les différentes énergies. Et là, on a les un peu zoom, on va dire ENR et non ENR. Donc là, on est sur l'aspect ENR avec les différents graphiques. Donc là où vous avez la chaleur avec les différentes filières, l'électricité, le gaz et la fraîcheur. Il y a quelques étiquettes qui se collent encore entre elles. Justement, c'est justement de ça dont je vous parlais quand il y a encore quelques petites améliorations à mettre en place avant la sortie du tableau de bord officiel. Et vous avez la même chose sur le non ENR, mais là, juste chaleur et électricité du coup. Ensuite, vous avez un petit aspect réseau de chaleur avec le mix énergétique qu'il y a sur l'Île-de-France. Ça, c'est toujours pareil que du coup l'ancienne version. Et les évolutions du coup de 2017 à 2023 maintenant. Au global, donc ENR et non ENR, mais également partie d'installation. Voilà, et pareil que l'autre, vous pouvez désélectionner selon la filière que vous souhaitez. Hein. Si vous voulez en garder qu'une ou si vous voulez juste sélectionner la fraîcheur, la chaleur par exemple, vous désélectionnez tout ce qui est élec, gaz et fraîcheur. Et les petits logos des partenaires, toujours, très important. Donc voilà, ça c'était sur la partie tableau de bord. Et donc je vous propose, Erwan, tu peux partager ton écran. Je propose de passer à la présentation d'Energif. En attendant que Erwan du coup partage, je voudrais juste quand même vous préciser que c'est bien un prototype, une version de travail, hein, clairement. Certaines données sont encore intégrées, il reste encore quelques bugs à corriger et surtout il faut encore la validation de l'outil avec la gouvernance du ROSE, hein, mais c'est vraiment pour vous présenter un peu en avant-première l'outil et toutes ces nouveautés qui j'espère vont vous plaire. En tout cas, c'est l'idée. Je te laisse la main. Non, on va pas m'entendre. C'est le groupe. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en fond de salle, donc c'est pas si évident que ça. Donc, je coupe, mais excusez-moi. C'est bon. Teams. C'est bon. Super, merci. On peut me couper mon micro. Bon, je ne vais pas perdre de temps. Énergie, c'est complément du tableau de bord. C'est la dimension locale, jusqu'à l'échelle locale qui est la commune. C'est le mode d'interrogation des données d'inventaire du ROSE et d'autres données qui sont mises à disposition et consolidées par l'Observatoire. Donc, 10 ans d'évolution. C'est la version 0, V0, c'était en 2015. Là, on est 10 ans après, 2025. Et donc, on n'avait jamais changé l'ergonomie ni l'outil. Et donc, c'était une demande récurrente des dernières années de faire évoluer cet outil-là pour tenir compte, effectivement, de ce que l'on voit, les nouveaux outils, Terhistory, etc. Et puis, clairement, de jouer sur 4 défis, accélérer la chaîne de traitement, c'est-à-dire dès l'intégration, à la fin des inventaires, eh bien, il y a un temps qui était un peu trop long pour l'intégration des données consolidées d'Airparif, de la REC, etc., dans la chaîne de traitement jusqu'au niveau communal de l'outil énergie. Donc, c'est un premier défi masqué, mais quand même. Le deuxième défi, c'était de répondre à des demandes de fonctionnalités nouvelles, notamment des impressions de jeux de données, etc. Il y avait de travailler sur une nouvelle ergonomie, peut-être plus vivante et plus dynamique, et puis un peu la compacité, c'est-à-dire la praticité. Il y avait beaucoup de choses dans différents onglets qu'il fallait aller chercher. Et donc là, on a une proposition, et là, c'est un autre défi, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, cette année, la mise à jour, et puis cette évolution. Et là, on va vous présenter effectivement un prototype qui va être rediscuté par la gouvernance du ROSE, donc ce n'est pas définitif, qui demandera quand même des arbitrages, mais on se dit, à l'occasion de ce travail de mise à jour, on peut peut-être bénéficier des premières avancées de changement de prototype, et donc on vous le montre. Donc c'est dans une partie,
c'est de rassembler la partie, on va dire, tableau de bord communal, intercommunal, et la partie requêteur dans une même interface. Alors, on rentre dans l'outil par, bien sûr, des éléments d'explicitation de l'outil. Hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va enchaîner très vite, on va rentrer dans l'outil. Ça, c'est important quand même, plutôt que d'avoir des petits films vidéo pour comprendre la navigation. Là, ça remplace cet aspect-là. Donc, la différence d'approche, c'est par le territoire. Voilà, puisqu'on se dit, par rapport au tableau de bord, la synthèse régionale, etc., là, on rentre par le territoire, qui peut être, et donc par une commune, soit une sélection, soit son interco. Et là, on a dans le volet de droite, j'ai mon petit visio qui m'a placé. Je peux le virer, celui-là. T'as nos caméras. Je vais faire le petit mot. Voilà. Nous avons, on va retrouver les éléments du tableau de bord, des inventaires. À la fois, donc, là, vous avez effectivement l'échelle d'observation communale, voilà, avec tous les niveaux d'interrogation, voilà, intercommunal, région, jusqu'à la région. Vous avez effectivement l'inventaire des consommations d'énergie. Je ne dis pas que je le découvre, hein, mais presque. Hein. Voilà, bon, bref, là, je vais aller chercher les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, le principe, c'est qu'en face, il y a la carte interactive qui va rassembler le total des émissions de gaz à effet de serre par le niveau interrogé. Là, en l'occurrence, on est rentré par la commune de Livry-Gargan. Voilà, on a là, si je survole effectivement les données, on a les éléments de consommation, d'émissions pour l'indicateur considéré, les émissions directes et indirectes par défaut sur toutes les communes d'Île-de-France. Et ensuite, on va aller interroger. Donc là, vous voyez, il y a l'occasion d'avoir et des graphes au-dessus, des évolutions, et des graphes, des camemberts en dessous. Là, c'est toutes émissions confondues. Et là, il y a le choix. Et donc, si on change d'indicateur résidentiel, par exemple, en émission directe, voilà, la carte se met à jour et on a effectivement les données qui correspondent. Et donc, je vais faire de façon plus déterminante sur le tertiaire. Voilà. Donc là les données changent. Voilà, ça doit être 3 si en France. Bref, c'est un mode d'interrogation. On fait bouger les tableaux qui étaient statiques dans les précédents bilans. Le bilan d'inventaire était statique et là, il est interrogeable avec des éléments de graphes ou de camemberts qui nous aident à la lecture des choses. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Production d'énergie, c'est pareil, c'est le même système. Et vous voyez, alors, je vais revenir sur les consommations d'énergie pour réellement vous faire. Là, on est par défaut sur la dernière donnée d'inventaire. Et donc, ici, sur la fenêtre, on va aller chercher les inventaires précédents, la donnée d'inventaire précédente. Voilà. Il y a effectivement le moyen dans carte d'aller chercher les autres rubriques, réseau de chaleur, de froid, etc., de l'outil. Mais si je reste sur cette autre interface, il y a aussi tout un travail. J'ai oublié de dire, c'est toute une équipe derrière ce développement-là, avec Sylvain Brault du DINUM, qui nous aide au développement et à la réflexion sur l'ergonomie aussi. Et qui est peut-être connecté, donc merci encore à lui. On remercie grandement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, ce que je voulais dire, c'est, j'ai perdu la... Voilà, il y a les fonctionnalités aussi d'export des données, soit de la donnée brute qu'on interroge, et donc toutes les données d'Île-de-France comme on avait avant, voilà, à la commune ou à l'échelle d'intégration près, ça peut être à l'EPCI. Et on peut aussi télécharger la donnée bilan d'un territoire donné, si on a effectivement choisi, par exemple, les intercommunalités, etc. Et on peut avoir un export de toutes les données tableau de cette intercommunalité-là. Donc voilà, on avance, il peut y avoir d'autres fonctionnalités. Ça sera soumis à arbitrage et validation, mais j'ai oublié de dire que sur chaque élément de tableau, il y
il y a une indication effectivement des tendances au-dessus, c'est très pratique. Voilà, donc j'étais un peu vite, mais voilà. Très complet. Très très complet. Bah, merci beaucoup Erwan. On peut passer donc à la partie questions-réponses du coup. Oui. Alors, il y avait une question sur les consommations par sous-secteur. Il y a encore des questions qui arrivent sur les consommations, donc on va les prendre maintenant, je pense. Ouais. Donc, il y avait une première question, désolé pour cette question-là. On a une première question sur la consommation d'électricité au sein de l'éclairage public. Donc, est-ce qu'on a des données spécifiques ou est-ce qu'elles sont incluses dans d'autres données du tableau, enfin des tableaux que produit Airparif. Donc, pour le coup, j'imagine que c'est inclus. On n'a pas de découpage spécifique pour l'éclairage public. Anne? Alors, pour moi, alors j'ai un petit doute, mais on vous répondra je vous confirmerai ça dans la synthèse que Dylan enverra. Pour moi, on sépare bien la partie dans le tertiaire. On a bien quelque chose sur l'éclairage public, mais à vérifier. Ah ouais, sur réserve de vérification. Sur réserve de vérification, d'accord. Et ensuite, du coup, on a une autre question sur la consommation par sous-secteur tertiaire à l'échelle communale. Est-ce que les données, elles sont retravaillées par rapport au code NAF, donc les codes d'activité des entreprises qui apparaissent dans les données de consommation énergétique, et en fait qui ne reflètent pas toujours les filières réelles. Ça, c'est un problème effectivement pour certaines filières avec des codes NAF, enfin, des entreprises qui sont affectées à certains codes NAF, mais qui n'ont pas ces activités-là, donc dans les bases Sirène ou autres. Là, nous, on travaille à partir des codes NAF officiels, parce que c'est très difficile sinon. Par contre, on sépare bien ce qui est pour les entreprises, qui est sièges sociaux, qui ont des activités très différentes potentiellement de leur code NAF. Mais sinon, s'il y a des erreurs de code ou des mauvaises affectations, nous, on n'a pas les moyens de changer tout ça. Et là, je pense que c'est une question tableau de bord, mais plus énergie, qui demandait à quelle échéance la version qu'on a présentée, donc les deux versions seront présentables, consultables en ligne. Donc, je te laisse répondre pour les deux. Petit tableau de bord, c'est sous peu, vraiment, il nous reste quelques petites modifications à faire et après mise en ligne, je dirais la semaine prochaine ou maximum dans 2 semaines, mais je pense que ce sera très rapide. Pour la partie énergie, donc comme on vous l'a précisé, Erwan pourra préciser un peu ce que je dis là, mais il y a toute une partie donc à régler quelques bugs, intégrer des dernières données qui sont peut-être encore manquantes. Je pense notamment à tout ce qui est évolution sur les productions qui ne sont pas encore disponibles sur Energif, mais qui le seront bien dans la version finale. Mais également, il y a également la validation du coup par la gouvernance. Donc, étant donné qu'on va rentrer dans les congés d'été, ça va être compliqué d'obtenir la validation par la gouvernance assez rapidement. Donc, on s'est laissé un peu une petite période pour recueillir tous les avis et toutes les validations. Et nous, l'idée qu'on a en tout cas, c'est qu'à la rentrée, donc on va dire mi-fin septembre, on puisse présenter, qu'on puisse publier donc la nouvelle version d'Energif disponible pour les territoires. En revanche, pour que ce soit clair pour tout le monde, sur simple demande, les données de votre territoire, Exactement. alors ça, Energif, c'est utile pour tout ce qui est comparaison, mais les données de votre territoire, elles sont déjà disponibles, tant en consommation d'énergie, gaz à effet de serre, que en production d'énergie, sur simple demande, comme on le disait tout à l'heure, soit à la REC, soit via le site du ROSE, soit à Airparif directement. Vous avez les adresses sur la présentation. Tout à fait. Vraiment, l'énergie, c'est vraiment l'idée que si vous voulez être un peu autonome sur l'extraction des données, etc., pour éviter de nous solliciter directement et attendre peut-être nos réponses, qui peuvent parfois prendre du temps. Mais effectivement, là, pour le moment, les données sont disponibles, elles sont totalement disponibles à la demande depuis un peu plus d'un mois, voire quasiment 2 mois maintenant. Donc, et sur la partie consommation d'énergie et gaz à effet de serre, si vous faites la demande, on vous donne aussi la partie polluant de l'air. Notamment pour vos PCAET, puisque tout est complètement cohérent en termes de secteur d'activité, méthode de calcul. Vous avez l'ensemble dans un fichier Excel. On avait une autre question à laquelle Anne a répondu sur l'échelle communale pour le travail sur la production et les données de consommation et d'émissions. Est-ce qu'elle s'applique aux arrondissements de Paris, donc à laquelle tu as répondu oui. Et je précise aussi que pour l'outil Energif, il y a aussi le distinguo entre les différents arrondissements de Paris. Quand on zoome, là, on n'a pas assez zoomé sur la carte pour le voir, mais effectivement, on voit les points de consommation et de production sur Energif à l'échelle des arrondissements de Paris. Totalement.
Et ensuite, peut-être une dernière question pour cette séquence. Est-ce que les graphiques qu'on a montrés là sur la carte, là sur l'énergie, là à côté, est-ce qu'ils sont exportables aussi au format Excel? Tu avais déjà répondu là-dessus, les graphiques courbes d'évolution de tendance. Oui, il y a une partie impression qui se récupère en PDF et qui a tous les graphiques de la partie interrogée. Oui, tout à fait. Avec le zoom. Carte avec. Qui restitue la carte affichée. C'est ça. Voilà, en plus des graphiques. Ouais. Mais dans le fichier Excel, par contre, le graphique, il n'est pas déjà préconstruit. Si je... Il n'est pas dans la même interface. Non, Excel, Excel, c'est purement donné sur Excel. Ouais. Donc voilà pour cette séquence. Ok, bah du coup, je vous propose qu'on passe à la prochaine séquence, hein, donc sur les travaux du rose. Et justement, je te laisse la main. Merci. Florian, Merci Yann pour ce passage de relais. Donc bonjour à tous en ligne. Je vais peut-être prendre le contrôle avant tout du diaporama. Si tu veux, vas-y. Si tu arrives. On fait un test peut-être. Tout à gauche. Ouais. Non, tout à gauche. Ouais, ça va. Merci. Je n'ai pas les bons yeux là. Donc bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire comme Thomas l'avait annoncé. Et Dylan, je crois que c'est toi qui l'avais annoncé. Je suis une nouvelle recrue sur le rose, donc je suis arrivé en février, si je ne me trompe pas. Tu me corrigeras, Dylan. J'ai bonne mémoire encore. Et nouvelle recrue sur le rose. Donc j'ai augmenté la taille de l'équipe dans cette année très chargée, comme vous avez déjà pu le voir, autant au niveau d'évolution des outils et puis des inventaires sur le travail qu'il y a sur la donnée, qui est quand même assez important cette année. Comme chargé d'études, analyse de données, énergie, gestes et valorisation, il manque la valorisation dans mon titre ici, avec du coup tout un travail d'assistance et de nouvelles ambitions pour le rose que je vais détailler. Donc ma présentation va se découper en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler d'une enquête qu'on a menée auprès des collectivités d'Île-de-France pour savoir leur retour sur le rose et sur les outils du rose. Et dans un dernier temps, je vous parlerai des travaux qui sont en cours et de ce qui est à venir pour le rose dans le restant de l'année, ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais ce qui a peut-être aussi déjà été évoqué de manière un peu au fil de l'eau. Est-ce que ça marche? Vas-y, oui. Ouais, j'avance. Ouais, ça marche. Ça marche. Donc, on a mené une enquête auprès des collectivités d'Île-de-France. Donc, après, je pense qu'on avait peut-être 100 destinataires, quelque chose comme ça. Ouais. Au total, et donc avec un taux de réponse assez satisfaisant quand même pour ce genre d'enquête. Merci encore d'ailleurs pour ceux qui ont répondu. À tous ceux qui ont répondu et qui sont revenus vers nous justement sur ces questions. Et l'enquête qu'on a menée, donc elle posait un peu la question principale, qu'est-ce que les collectivités pensent du rose, comment l'utilisent-elles et qu'est-ce qu'elles en font et qu'est-ce qu'elles voudraient qu'on en fasse, nous, pour vraiment qu'on soit à leur service complètement là-dessus. Ce que moi, je vais vous résumer là-dessus, et je vais aller assez vite, parce que finalement, ce que vous allez voir, c'est que la plupart des demandes des collectivités, on commence à y répondre quand même pas mal avec les travaux qu'on a fait sur Énergie et sur le nouveau tableau de bord. Le rose, comme vous pouvez le voir, il y a une très faible satisfaction quand même des utilisateurs du rose, on ne va pas se le cacher. Malgré le fait que, et c'est ça un peu le paradoxe, c'est que les gens ne sont pas très satisfaits du rose et de ses outils, mais ils le consultent et ils l'utilisent beaucoup, à la fois pour s'informer, mais aussi pour les documents de référence, parce qu'on a parlé aux collectivités, donc beaucoup de documents territoriaux qui ont été préparés grâce aux données du rose. En fait, il faut cliquer avec la souris. Et donc, oui, c'est ce que je disais. Donc, les utilisateurs du site considèrent majoritairement le site du rose comme utile à leur livre, à leur document, et aussi au suivi des objectifs qui sont fixés soit dans les PCET, soit dans les autres documents d'objectifs territoriaux. Avec là où je vous mets un peu le petit nuage de mots qui est ressorti dans les enquêtes. Donc, vous voyez bien qu'on est très à la fois dans les schémas et dans les suivis d'objectifs, et avec aussi des questions sur la méthodologie. Ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on a moins parlé, mais quand même assez évoqué, c'est que le site du rose, quand même, il met en lumière et on exerce toute une méthodologie que nous, on mène au niveau du récolte de la donnée et de leur traitement. Donc ensuite, je vais très vite. Donc la taux de satisfaction explique pourquoi. Pas forcément à cause des données qu'on met en ligne, ça, les gens sont assez satisfaits. Les informations aussi, elles sont claires. Par contre, là où on pêche vraiment, c'est sur le design et l'ergonomie du site et des outils,
qui est, voilà, il faut quand même savoir être honnête avec nous-mêmes, c'est vraiment pas top. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé un premier travail, comme ce qu'on nous a présenté avec Energif, qui a vraiment un nouveau toilettage, une mise à jour conséquente qui permet vraiment une navigation et une ergonomie facilitée pour tout le monde et pour des comparaisons plus faciles. Ensuite, pour avoir ce petit focus Energif qui en fait est le premier outil du ROSE, devant le tableau de bord, c'est un peu le retour qu'on a, c'est que le tableau de bord, c'est l'échelle régionale et tout, mais c'est finalement, c'est pas l'outil principal que propose le ROSE, c'est vraiment Energif, où là, du coup, ce que vous voyez, c'est le premier outil, et c'est aussi identifié comme prioritaire au niveau des améliorations, et c'est là où en fait, on a apporté une première réponse à ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette mise à jour qui arrive d'Energif dans l'année, avec ce qu'on vous a montré, la version démo qui, bien évidemment, connaîtra des modifications, mais qui répond déjà à une première attente du point de vue des collectivités d'Île-de-France par rapport au ROSE. Et enfin, voilà, quelles sont les attentes plus précises à l'avenir. Donc ça, c'est la dernière partie de l'enquête. On avait demandé un peu de manière un peu libre ce qu'ils voulaient les utilisateurs du ROSE, en tout cas répondant à l'enquête, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de nous par rapport à ça. Donc il y a bien évidemment la question de la fréquence de la sortie des données qui sort, mais bon, on est dépendant, comme on l'a présenté, du traitement des données et de leur mise en ligne. Il y a aussi la demande qui revenait aussi souvent, c'est l'échelle. Donc évidemment, en 2021, on n'avait pas pu sortir les données à l'échelle communale, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on revient à l'échelle communale. Donc je pense qu'on répond à cette grande question d'avoir cette multiplicité des échelles et surtout cette finesse des échelles. Donc cette fois-ci, on aura la commune, le PCI, les départements, la MGP et la région sur Energif et sur les données qu'on livrera aussi. Et aussi cette amélioration de la visualisation des données pour tout le monde, donc que ce soit Energif et ce nouveau tableau de bord aussi dont je reparle, on a fait aussi une grosse amélioration sur la visualisation des données du tableau de bord, et aussi là des nouvelles ressources méthodologiques, donc pas que méthodologiques mais explicatives sur des sujets émergents. Il y a eu 2 retours sur le CO2, que ce soit la captation et les émissions de CO2 à l'échelle communale pour tout ce qui est capture de carbone et capture de carbone évidemment et valorisation du carbone. Donc ça, il y a eu des questions là-dessus parce que c'est un sujet qui a l'air de monter et qui laisse en interrogation certaines collectivités. Donc voilà, donc ça fait partie dans ce que je vais vous dire sur ma dernière partie de la présentation sur les travaux à venir justement. Ça me permet de faire le lien. Justement, nous, dans un deuxième temps sur le site du ROSE cette année, c'est qu'on va travailler à l'amélioration du site de manière interface, donc sur la forme du site du ROSE, le site global qui héberge donc Energif, le tableau de bord. On va travailler avec le département com de l'Institut pour voir ce qu'on peut faire pour vraiment faire une mise à jour du site, travailler sur l'ergonomie, le design, l'achat graphique un peu du site et voilà, vraiment améliorer l'aspect visuel du site. Donc ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, donc il y a eu tout un travail qui a été mené de compilation des ressources nationales, mais aussi sur les sujets spécifiquement régionaux, donc qui viennent de différents acteurs publics au sein de la région. On compile les ressources. Il y a aussi des ressources en interne qu'on a à l'Institut et à l'AREC. Donc on a compilé énormément de ressources qu'on va pouvoir mettre en ligne sur les sujets de la transition énergétique francilienne pour faire un peu le site du ROSE, ce centre de référence, pas que sur les données d'énergie, mais aussi sur les questionnements énergétiques que peuvent avoir les collectivités, pas qu'avec des aspects réglementaires, mais avec aussi des aspects très informatifs. Par exemple, sur la question qui venait sur le CO2, il y aura ce travail qui sera fait de mettre des ressources à disposition sur ces questions. Et dans aussi un deuxième temps cette année, il y aura un nouveau format de communication qui va être publié par le ROSE, c'est les chiffres clés du ROSE énergie gaz à effet de serre édition 2025. Donc vous voyez un visuel provisoire de ce format, donc qui sera un dépliant en fait numérique et papier qu'on diffusera lors de nos événements et qu'on enverra aux volontaires, pour être un peu clair, et qui nous permettra un peu de faire mieux connaître le ROSE auprès de notre public, et aussi d'avoir ce petit format un peu infographiste où on a les principales informations qu'on a au sein du ROSE sur un format de communication.
Donc ça sera disponible au deuxième semestre 2025. Et enfin, il y aura un travail que moi je vais mener, mais aussi avec le reste des équipes de l'AREC et de l'Institut, sur des analyses plus sectorielles sur l'énergie et des publications qui sont à venir. Et je laisse à Dylan. Et reparti. Et à Paris, évidemment, notre principal partenaire. Alors, Tac. t'as encore le contrôle ou pas? Non, je te le rends. Tu l'as plus. Donc là, on va passer maintenant sur la partie partage d'expérience, mais avant tout, est-ce qu'il y a des questions en plus? Il Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. On peut... Ah oui, c'est vrai qu'on alors, Non, non, on va... Mhm. Mais on va faire la partie partage d'expérience et si vous avez des questions ou des remarques sur la partie travaux en cours du Rose, on pourra également y répondre dans la partie réponse, question-réponse, donc sur la partie partage d'expérience. Donc là, je propose donc à Anaïs Rosan, du coup, de faire son partage d'expérience sur Baptistato. Bonjour, Anaïs Raison. Je travaille au sein du service énergie bâtiment à l'Adriat et je vais vous présenter l'outil Batistato. Alors, c'est un outil de data visualisation statistique sous AirShiny qui a été créé dans le cadre de l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, ce n'est pas un outil récent. La première version est sortie en 2014 sur la partie résidentielle et elle a été complétée en 2018 avec la partie tertiaire. Alors, au départ, c'était un outil sous format Google Sheet et c'est après presque 10 ans qu'il y a eu une réelle réflexion sur comment moderniser l'outil, comment voilà, le rendre plus accessible, plus ergonomique et aussi réfléchir sur comment mettre à jour les données. Alors, au niveau du territoire, le périmètre en fait est délimité sur la région Île-de-France. Alors, vous allez avoir un affichage des données sous format graphique et sous format de tableau sur le parc bâti logement et tertiaire. Alors, avec une partie description du parc, avec un double affichage en nombre de logements et en surface mètre carré. Une partie consommation d'énergie qui repose justement sur les données de modélisation AirParif et une partie performance énergétique. Alors, pour commencer, nous allons ouvrir l'outil Batistato pour que voilà, vous puissiez avoir un aperçu de comment ça se présente et comment vous pouvez voilà, naviguer sur l'outil. Alors, l'outil s'ouvre sur la page d'accueil avec une présentation de chiffres clés sur le territoire Île-de-France, comme 67% de la consommation d'énergie concerne voilà, le bâtiment, que ce soit enfin, à la fois résidentiel et tertiaire. Vous avez aussi 25% des surfaces de bâtiments qui sont concernées par le décret éco-énergie tertiaire qui se trouve en Île-de-France. On a un rappel des objectifs de l'outil Batistato. Et puis, vous avez un encart qui vous permet de sélectionner le territoire que vous souhaitez analyser. Alors, différentes échelles de territoire. Vous avez à l'échelle communale, à l'échelle de l'EPCI, EPT, et soit à l'échelle du département aussi. Et vous pouvez aussi choisir le territoire, enfin la région Île-de-France. Alors, pour l'exemple, je sélectionne la région Île-de-France. Alors, l'outil Batistato présente trois fonctionnalités. La première fonctionnalité est une vue d'ensemble sur le territoire sélectionné, avec au démarrage une présentation de chiffres clés. Vous avez deux graphiques, un graphique sur la consommation d'énergie et un graphique sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce sont des graphiques qui sont dynamiques et pour chaque graphique, vous avez la possibilité de les télécharger en fait sous le format que vous souhaitez. Vous avez aussi des onglets sous les graphiques qui vous permettent d'afficher les données sous format tableau qui sont aussi téléchargeables. Et sous certains graphiques, vous avez aussi l'onglet pour en savoir plus. Voilà, ce seront des éléments complémentaires sur les données ou voilà, des pistes en fait, qui vous permettront de vous aider dans l'interprétation des données.
Alors ensuite, nous avons encore d'autres chiffres clés. Un aperçu géographique. Alors la partie logement avec la description du parc bâti. Comme je vous avais dit, du coup, un affichage en nombre de logements et en surface mètre carré. Des graphiques sur les types de logements construits avant 1990. Des graphiques sur le type et statut d'occupation. Ensuite, vous avez un focus sur les différents parcs du résidentiel. Un focus, par exemple, sur le parc individuel privé, avec toujours cette même organisation d'affichage. Un focus sur le parc collectif privé et un focus sur le parc social. Alors, sur la partie consommation d'énergie, nous avons des graphiques d'évolution sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les consommations d'énergie partant de 2005 à 2021. Nous avons aussi un graphique sur le mix énergétique par source d'énergie. Un graphique selon les usages. D'ailleurs, on peut observer que c'est la part du chauffage qui est la plus importante pour le parc résidentiel. Ensuite, nous avons des graphiques de consommation, mais répartis par maison et appartement. De la même façon pour le graphique de énergétique réparti par appartement et maison. Et un graphique sur la performance énergétique avec une répartition des logements par classe de DPE. Ensuite, nous avons le parc tertiaire avec toujours le même affichage avec en démarrage une description du parc bâti. Vous avez des graphiques par catégorie du tertiaire. Ensuite, un focus sur les bureaux et les commerces. Et là, ce qui change, du coup, ça va être des graphiques sur les assujettis au décret éco-énergie tertiaire. Alors, on retrouve les graphiques sur la partie consommation avec les courbes d'évolution pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les consommations d'énergie. Le graphique sur le mix énergétique ainsi que le graphique selon les usages. Et là, on peut observer que contrairement au résidentiel, pour le tertiaire, c'est la part des autres usages spécifiques qui est la part la plus importante, ce qui correspond à tout ce qui est usage informatique, éclairage, ainsi que la climatisation. Et pour finir, un graphique sur les consommations par typologie de tertiaire et de type d'usage. Alors, à partir de la vue d'ensemble, vous avez la possibilité de télécharger un profil de territoire sur le territoire sélectionné. Alors, c'est un fichier sous format Word qui reprend en fait quelques graphiques de la vue d'ensemble avec une trame méthodologique de diagnostic. Alors après, c'est un document qui est totalement modifiable. Vous pouvez voilà, vous l'approprier et l'agencer selon vos besoins. Vous pouvez retirer des parties ou justement le compléter avec d'autres graphiques de la vue d'ensemble. Alors, une autre fonctionnalité de l'outil est la comparaison, ce qui permet en fait de comparer le territoire avec d'autres territoires. Alors, vous allez avoir plusieurs options de comparaison. Alors, juste pour vous permettre de mieux visualiser euh, le territoire, la présentation du graphique. Je vais choisir un autre territoire. Alors, comme je vous disais, vous avez trois options de comparaison. Vous pouvez choisir de comparer le territoire avec les territoires à échelon administratif supérieur. Soit, enfin voilà, selon le territoire que vous avez sélectionné, vous pouvez le comparer avec les territoires de l'EPCI ou de l'EPT, ou le comparer avec un territoire bien spécifique. Alors, les graphiques se présentent ainsi en superposition, ce qui permet voilà, de faciliter la lisibilité de comparaison. Et vous allez retrouver en fait certains graphiques de la vue d'ensemble. Alors, la dernière fonctionnalité de l'outil est l'affichage cartographique.
qui va vous permettre d'afficher en fait les indicateurs qui vous sont proposés. Alors, par exemple, pour la consommation d'énergie, on a la part du bâtiment de la consommation totale, la part selon les secteurs résidentiels ou tertiaires, ou la part du fuel dans la consommation finale de chauffage. Alors, pour l'exemple, je vais prendre la part du bâtiment dans les consommations totales. Et vous pouvez choisir l'échelle d'affichage, soit à l'échelle du département, soit à l'échelle de l'EPCI, ou soit à l'échelle de la commune, avec toujours cette possibilité de télécharger la carte sous le format que vous souhaitez. Alors, nous avons aussi un onglet méthodologie qui recense en fait toutes les bases de données qui sont utilisées pour alimenter Batistato, avec un rappel des méthodes utilisées. On a un onglet contexte qui rappelle le cadre réglementaire en Île-de-France, ainsi que les enjeux sur le secteur du bâtiment, ainsi que les consommations d'énergie. On a un onglet ressources complémentaires qui propose des liens vers d'autres outils, des outils à la fois franciliens, mais aussi des outils nationaux. Et pour finir, un onglet FAQ, foire aux questions, où voilà, vous pourrez retrouver des exemples de questions qui nous ont été posées. Alors du coup, pour poursuivre, concernant les usages de Batistato, l'outil est pas mal utilisé notamment dans la réalisation de notes d'enjeux. Il est aussi utilisé notamment dans le cadre de diagnostic de documents de planification. On va voir un peu plus tard dans le cas du SR-CAE. Alors nous, dans notre service, nous l'utilisons aussi pour réaliser des profils de territoire, notamment pour alimenter nos contributions aux avis de l'État sur les documents de planification. Cette année, on l'a pas mal utilisé aussi dans le cadre des COP Île-de-France sur le secteur tertiaire et résidentiel. Voilà, c'est vraiment un outil de diagnostic qui va permettre d'identifier les secteurs qui sont prioritaires sur un territoire. Et c'est aussi un outil qui est beaucoup utilisé pour sensibiliser sur les enjeux. Alors là, vous avez l'exemple dans le cas du SR-CAE avec des courbes d'évolution sur les consommations d'énergie du secteur résidentiel et du secteur tertiaire. Et on peut voir que voilà, pour le résidentiel, de 2005 à 2022, on a vraiment une dynamique à la baisse avec une baisse de 28%. A contrario, dans le secteur tertiaire, on peut observer une augmentation de 2005 à 2010, puis une diminution qui démarre de 2010 jusqu'en 2022. Mais quand on compare 2005 à 2022, on peut voir que les consommations de 2022 sont supérieures à 2005, avec une augmentation de 6%. Alors, un petit rappel des sources de données utilisées pour alimenter Batistato. L'idée, là, c'était vraiment de dissocier logement et tertiaire, mais ça concerne plutôt la description du parc bâti ainsi que la performance du parc, parce que pour ce qui est des consommations d'énergie, l'ensemble, en fait, repose sur la modélisation air-Paris. Alors, pour ce qui est des travaux en cours et à venir, justement, avec la sortie de la nouvelle modélisation AirParif, on est en train de réaliser la mise à jour des données énergie et on prévoit voilà, une publication de Batistato avec cette nouvelle mise à jour au courant de cet été. Alors, un petit rappel des liens, notamment vers un accès direct à Batistato. Vous pouvez aussi accéder à l'article Batistato sur le site de l'Adriat, où vous pourrez retrouver des éléments de contexte ainsi que des outils d'accompagnement, comme le guide utilisateur. Et puis, ben, si vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à vous inscrire au club utilisateur, voilà, pour nous faire des retours ou nous donner des pistes d'amélioration. Voilà, l'outil n'est pas fixé, on est toujours dans cette réflexion de comment l'améliorer ou comment le développer. Donc, tout retour est le bienvenu. Merci. Parfait.
C'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Carole Janto, je travaille donc à Est Ensemble, donc un EPT de l'Est de Paris. Et donc je suis au sein de la direction de la nature et de la transition écologique, dans laquelle on traite aussi de la transition énergétique. Et donc je suis chef du secteur énergie. Je voulais commencer par vous présenter un petit peu très brièvement Est Ensemble. Donc on a été créé en 2016 dans le cadre de la mise en place de la MGP, mais on est issu d'une communauté d'agglomération qui datait de 2010. On regroupe donc 9 villes de l'Est parisien que vous voyez ici, et on a 7 compétences obligatoires et 3 partagées, parmi lesquelles l'aménagement, la gestion des déchets, l'assainissement, l'eau, enfin voilà, des choses assez classiques, et le PCAET dont on va se parler tout à l'heure. Et je voulais aussi vous partager quelques caractéristiques de notre territoire qui vont être en lien avec la présentation que je vais faire sur notre SIG. D'abord, on est sur un territoire qui est très dense. On a une population qui est en forte croissance et on a 85% de notre sol qui est artificialisé et majoritairement par du résidentiel. On a 45% du sol qui est occupé par de l'habitat. Et le petit problème, c'est que cet habitat, il est fortement énergivore puisqu'on a une grosse partie donc 76% des logements qui datent d'avant 1990, donc avant la quatrième réglementation thermique. Du coup, en conséquence, on a beaucoup de précarité énergétique, d'autant plus qu'on a une population qui est assez précaire. On a 27% de taux de pauvreté, donc ça varie bien sûr selon les villes du territoire, sachant qu'on est à 17% sur la MGP, et on a quand même 34% de notre population qui vit dans les QPV. Voilà, cette petite introduction faite, on peut passer donc, à la suite. Alors moi, je vais vous parler de 2 sujets aujourd'hui, la révision de notre plan climat-air-énergie territorial et la construction d'un SIG, Habitat-Énergie. Donc sur le premier sujet, là, voilà, c'est bon. Alors, donc ça, c'est la révision du plan climat. Donc notre premier PCAET, il a été adopté en 2017 et on a choisi de le réviser de manière anticipée parce qu'entre-temps, la MGP avait fait son PCAEM, qu'on voulait donc se mettre en conformité, et puis qu'il y avait eu d'autres évolutions réglementaires qui nous paraissaient importantes de prendre en compte. Donc on s'est lancé dans cette révision. C'est des étapes tout à fait classiques, diagnostic, stratégie, programme d'action. Et on a eu aussi toute une partie concertation, donc avec une convention citoyenne pour le climat qui a réuni 100 citoyens à raison d'un week-end pendant 6 mois, et ils ont émis un avis qui a été vraiment la trame ensuite de notre programme d'action. Et ils ont été alimentés par les diagnostics qui ont été réalisés. Et après, on avait une concertation un petit peu plus classique, donc la concertation réglementaire, avec des ateliers, voilà, on a été sur des stands de marché, etc. On a donné de notre personne. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je voulais revenir plus particulièrement sur la partie diagnostic. Donc vous voyez, on a fait les diagnostics réglementaires avec tout ce qui est la partie production d'énergie avec les données de l'AREC, tout ce qui est consommation, émissions de GES avec les données d'Air Paris. Et puis, on a fait également la partie vulnérabilité qu'on a complétée avec une étude sur les ICU grâce aux données de l'IPR. Et on a eu aussi envie d'aller un petit peu plus loin sur certains sujets. Donc, on a fait des études complémentaires. Donc, on a fait regarder l'impact d'une ZFE sur la mobilité. Donc, l'ICU, je vous en ai déjà parlé. Et puis, on a une étude de planification énergétique. À l'époque, on avait un outil de visualisation cartographique, mais finalement qui a été remplacé par un outil à l'échelle de l'EPT, d'ailleurs que je vais vous présenter après, donc on ne s'en sert plus aujourd'hui. Donc ces données, on les a beaucoup utilisées dans la phase d'élaboration de notre diagnostic, mais aujourd'hui, et c'est ce qui a été partagé tout à l'heure par Florian, on les utilise aussi beaucoup pour suivre les actions de notre plan climat. En fait, on les utilise de 2 manières. Donc nous, on est labellisé dans le référentiel climat air énergie, donc c'est l'ancien Citergie. Aujourd'hui, on est 2 étoiles. Normalement, on devrait avoir 3 voire 4 étoiles en novembre. Et donc, ça nous permet... c'est le moment prime. Et du coup, ça nous permet de remplir la plateforme que vous voyez ici. Et donc ça, c'est notre chargée de mission de transition écologique, Noémie Thomas, qui s'en occupe. Et nous, on la nourrit avec les données qu'on reçoit. Et puis, donc, ça nous permet de suivre nos indicateurs qui sont dans notre plan climat. Donc là, je vous ai mis les grands objectifs, mais bien sûr, on a d'autres indicateurs par action.
Et on a 40 fiches actions pour information. Et donc là, les gros objectifs, mais ça, je pense, c'est assez commun à tout le monde, c'est des réseaux de chaleur 100% verts d'ici 2050 et 75% d'ici 2030, et une part d'ENR dans la consommation finale d'énergie à 14% en 2030 et 30% d'ici 2050, sachant qu'aujourd'hui, enfin, dernière donnée que j'avais, mais on va les remettre à jour, du coup, on était à 3,9%. Donc, la marche est haute. Alors, maintenant, second sujet, le SIG Énergie Habitat. Alors, pourquoi on s'est lancé dans ce projet-là? En fait, on avait un besoin commun entre mon secteur énergie et entre la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, et également de l'aménagement et des déplacements. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc à la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, ils avaient un outil qui s'appelle ONB+, qu'ils utilisaient depuis 2022. Donc, il y a un outil payant qui leur servait d'outil de veille, d'observation, dans lequel on avait à la fois des données libres de droit, des données dont Est Ensemble était ayant droit, et nos données à nous qu'on produisait. Sauf qu'on avait un contrat que jusqu'en juillet 2025, et qu'en plus, il y a une évolution qui faisait qu'on ne pouvait plus intégrer nos données locales. Donc l'outil était tout de suite un petit peu moins pratique. Donc on s'est posé la question, comme on avait maintenant un service SIG à Est Ensemble, de créer une cartographie. Donc ça, c'est pour la direction de l'habitat et du renouvellement urbain. Et du côté de mon secteur, alors on utilise... alors même encore plus que ça, mais là c'était un petit aperçu des outils qu'on utilisait pour nos missions. Et juste pour revenir sur nos missions, nous on accompagne à la fois l'interne, donc ça va être les différentes directions opérationnelles, donc aménagement, déplacement, habitat, renouvellement urbain, emploi, économie, et on va travailler à la fois sur des études urbaines, sur des notes d'opportunité, on va regarder les potentiels de développement de NR, on va suivre tous les tracés de réseaux de chaleur, donc vraiment un gros besoin d'outils. Et en externe, on est en fait lauréat d'un appel à manifestation de l'ADEME pour avoir un réseau d'animateurs chaleur renouvelable sur le territoire. Et donc, c'est un outil qui va nous permettre d'aller identifier les potentiels, enfin les endroits où il y a le plus de potentiel pour faire changer de système énergétique. Donc, on a vraiment besoin de cet outil, et on en a également besoin pour les villes, pour travailler sur leur patrimoine, idem pour les bailleurs. Donc, comme aujourd'hui, on avait une multitude d'outils, non seulement on devait télécharger les données, passer par QGIS ou par Excel, et on avait des fonctionnalités manquantes, donc on perdait beaucoup de temps. Et j'ai juste oublié de vous présenter l'outil en haut à gauche. C'est une première carte qu'on avait réalisée grâce à notre service SIG, en fait, qui nous a permis d'accompagner les villes sur l'élaboration des zones d'accélération d'énergie renouvelable. Donc c'était un premier outil qui nous permettait d'accompagner l'interne et l'externe, mais ça n'allait vraiment pas assez loin pour tout le travail qu'on avait à faire. Ouais. Donc, nous nous sommes lancés dans le projet avec la superbe équipe que vous avez ici. Donc, on a l'Observatoire du territoire dont je vous parlais tout à l'heure avec Benoît Audin qui est le responsable et Clémence François qui est notre géomaticienne. On a donc le secteur énergie, donc moi-même et Loïcia qui est chargée de mission énergie et qui est notre animatrice chaleur renouvelable à Est Ensemble. Et puis, on a donc Mathieu Leprêtre qui est responsable du pôle habitat privé, donc à la direction de l'habitat et du renouvellement urbain. Et donc là, les grandes étapes, on a d'abord travaillé sur une note interne pour faire valider le lancement de ce projet. Et donc là, on avait eu un premier rendez-vous avec toi, Dylan, qui nous avait bien aidé. On avait pu être aiguillés sur les données qu'on pourrait aller chercher, qu'on pourrait récupérer. Et donc ça a vraiment permis de nourrir cette note-là et d'assurer notre DGA qu'on aurait assez de données pour faire ce dont on avait besoin. Ensuite, une fois que ça a été validé, on a eu tout un travail de recensement des données avec la collecte. Ça, c'est un gros travail qui a été fait pour le coup par l'Observatoire du territoire. On a aussi mis à jour les données qu'on avait déjà dans notre précédente carte. On a récupéré de nouvelles données via l'IPR, notamment sur les data centers. Et donc là, on a continué à échanger aussi par email avec le Rose. Ensuite, on a travaillé sur l'identification de toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, le fait de pouvoir extraire une carte, d'avoir accès aux tables attributaires, de pouvoir dessiner des périmètres qu'on viendrait enregistrer pour les retrouver quand on travaille sur des études urbaines. Le fait de pouvoir aussi renseigner nous-mêmes des informations sur la carte quand on accompagne, par exemple, un bailleur ou un projet en particulier pour retrouver toutes ces informations-là. De pouvoir faire des calculs de besoins, de besoins en chaleur, par exemple, de potentiel, par exemple, sur le solaire thermique. Donc voilà, il y avait toutes ces fonctionnalités-là.
On avait pensé, on était en train de travailler sur un tableau de bord, à voir si, vu ce qu'on vient de voir, c'est toujours nécessaire. On va y réfléchir. Et puis donc, il y a ensuite eu la phase de construction de ce SIG avec beaucoup d'allers-retours donc avec l'Observatoire du territoire. Donc là, on est vraiment sur la phase finale. On a presque terminé. On a une validation par notre direction générale qui aura lieu du coup le 15 juillet. Donc, on arrive au bout du process. Hop. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai une petite vidéo. Est-ce que tu peux la lancer? Ouais, je vais J'ai essayer. vu que tu avais les petites vidéos. Alors là, c'est... C'est simple. Ah ouais, voilà. Impeccable. C'est bon. Est-ce que ça démarre? Ouais, ça c'est plutôt pour voir les couches. Donc là, vous avez tout ce qui concerne là, les besoins en chaleur, par exemple. Donc ça s'affiche et on a une petite fenêtre contextuelle dans laquelle on retrouve toutes les informations dont on pourrait avoir besoin. Donc ça, c'est sur la partie plus habitat. Ensuite, on a tous nos grands projets. Donc on retrouve nos ZAC, nos PRU, nos études urbaines, avec pareil, toujours la fenêtre contextuelle. On a nos potentiels. Donc, on va avoir le solaire thermique, photovoltaïque, on va avoir la géothermie aussi. Donc, pareil, voilà, on voit toutes les informations. Et ensuite, ah oui, on a tous nos réseaux de chaleur. On en a 5 en fonctionnement sur le territoire, 1 en construction et 2 à l'étude. Et donc là, on voit, alors on n'a pas tout le temps l'info, mais l'ensemble des bâtiments raccordés au réseau de chaleur, avec aussi parfois des filtres sur ceux qui sont très consommateurs. De logements proches d'un réseau de chaleur et très consommateur, donc on dit que ça peut être des cibles intéressantes. Et je crois que je suis à la fin de cette vidéo-là, mais j'en ai une deuxième. Wow. Attention sur un peu les outils, même si là, c'est pas encore terminé. Enfin, en tout cas, là, au moment où je l'avais fait. Ah non, c'est la même qui s'est jouée. Celle-ci, ouais. Est-ce que j'arrive à passer à la slide suivante? Oui, non. Faut que Je vais mettre sur Ah, ouais. ah c'est bon, j'ai trouvé. Je suis revenue bien en arrière. Là. Super. Alors, je sais pas, il refuse de passer sur la... Ah, voilà, c'est bon. Ok. Et je peux le lancer. Donc là, c'est plus pour revoir les fonctionnalités. Donc si on retourne là, on est sur les DPE. Donc on a des données prédictives. Et on peut aller filtrer les DPE qu'on veut voir s'afficher ou pas. Donc là, si je veux voir que EFG, voilà, j'ai la possibilité de filtrer et ensuite d'extraire la carte ou alors d'aller regarder qui est propriétaire, quels sont les types de chauffage, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on a notre table attributaire. Donc là, si on va sur le bon onglet, on va ensuite pouvoir cliquer sur une ligne qui nous intéresse particulièrement et ça va zoomer directement sur la carte, normalement. Voilà, avec toujours la petite fenêtre contextuelle. Et il me semble que c'est tout, j'arrive au bout, parce que les autres outils, ils sont encore en cours de réalisation. Voilà, et donc on a déjà des petites évolutions en tête, notamment on sait qu'il y a le CEREMA qui travaille sur aussi une plateforme qui s'appelle BATENR et qui va un peu plus loin sur le potentiel de développement des énergies renouvelables, notamment par exemple sur de la géothermie, le nombre de sondes qui pourraient être utilisées, etc. Ils nous ont dit que ce serait disponible en novembre et que ce serait téléchargeable et injectable dans nos SIG. Donc on sait que ça, c'est déjà une évolution qu'on va mettre en œuvre. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation qui est très, très, très intéressante, qui met bien en avant un peu toutes les données et, sur un territoire qui peuvent être disponibles et aider directement les territoires et donc directement les communes aussi de l'EPT, quoi. C'est vraiment super, super outil. Oui, j'ai pas précisé que ce SIG, il est mutualisé avec les villes d'Est Ensemble. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'elles payent une partie du SIG et du coup, elles ont accès. Donc la carte, on va leur faire une présentation et ce sera accessible. Très bien. J'ai deux questions pour ma compréhension. Oui. Sur potentiel solaire et sur les étiquettes DPE, Ouais. c'est des données que vous avez en production, que vous avez, ou c'est des données que vous récupérez, par exemple, bâtimentaires, voilà. Oui. C'est ce qu'on a récupéré, notamment sur les DPE. En fait, on a récupéré les données de l'URBS, donc c'est ceux qui produisent la plateforme ONB+, dont je vous parlais au tout début. Donc ça, on les a eu cette année parce qu'on est encore, sur cette plateforme-là. Pour l'année prochaine, on achètera probablement les données pour avoir ces DPE prédits, parce qu'en fait, on a peu de DPE réels. Et sur le solaire thermique, c'est les données. Voilà. Solaire thermique et photovoltaïque, c'est ça. Super. Du coup, je propose qu'on passe à la présentation du coup d'avant. Anaïs, est-ce que tu es là maintenant? Est-ce que tu es parmi nous? J'ai vu quelques échanges mails. Normalement, tu as re-accès et tu peux...
Elle est bien en présentatrice. Hein. Bah, elle est en présentatrice. Normalement, Laure l'a mis en présentatrice. Ouais, effectivement. Ah ben non, elle n'est pas. reparti. C'est connecté, redéconnecté. Elle s'est connectée, déconnectée. Je crois qu'elle a des soucis parce qu'on a vu plein de fois Elle n'est plus dans la connexion, déconnexion. Elle est plus dans la En fait, j'ai autorisé il y a 5 minutes, mais là, elle a dû requitter. Parce qu'elle est plus dans la- On connaissait déjà. Mais il y avait déjà eu bien un dit problème fois, avec quelqu'un de la préfecture, tu vois. Je crois qu'il y a eu des questions. Bah, en attendant, on peut peut-être passer aux questions. Ouais, c'est la première série de questions que je vais prendre dans le webinaire. Donc, alors, une question pour l'EPT Est Ensemble. Donc, quel est le simple technique de votre outil SIG? Donc, est-ce que c'est SRI, QGIS ou une autre solution? Oui, c'est SRI, mais on va changer apparemment. Alors, je ne saurais pas, je vous le dirai. Je peux lui poser la question à notre géomaticien, mais on va changer la très prochaine. D'accord, changer de solution. Ouais. Okay. Et c'était la seule dans la partie QNR pour l'instant. Donc, Si vous n'avez pas sur les travaux, non, Rose. il n'y en a pas pour l'instant, ni dans le chat. Ni dans le chat, ouais. Ni dans le chat. Donc, je vous laisse poser des questions. Ça va être d'autres questions sur d'autres. Je vous laisse poser vos questions sinon. J'attends, je regarde juste mes mails en même temps parce qu'il y a eu des. Il y a des retours. Anaïs, ça arrive, tiens. Anaïs, Autorisé. je viens de l'autoriser. Peut-être une question, là, on voyait l'aspect bâtiment, je crois que c'était que du résidentiel. Est-ce qu'il y aura un focus sur le patrimoine des collectivités? Ouais. Parce que là, pour le coup, avec le fait que ce soit partagé avec les communes, ça fait remonter un On a les certain nombre de patrimoines. Oui, tout à fait. On s'en sert justement sur leur patrimoine. Ouais. Et puis en fait, on va travailler aussi avec notre direction de l'emploi et de l'économie sur toute la partie tertiaire privée. Donc, du coup, oui, voilà. Avec les données opérates, peut-être. Alors ça, il faut qu'on creuse. Mais oui, logiquement, oui. Anaïs, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux activer ton micro ou pas? Les problèmes de visio. Comme souvent, ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai passé. Tu l'as passé en présentateur. Présentatrice. Mais là, je pense que c'est pas une question de statut, hein, c'est juste une question de... Je pense qu'il y a des soucis. J'ai bien une proposition, mais du coup, ça fait qu'il n'y aurait pas la présentation en direct d'Anaïs. Étant donné qu'on a bien les slides, enfin voilà, vous y aurez accès juste après. C'est un peu dommage, mais peut-être que Anaïs pourra rédiger quelque chose ou faire une petite vidéo de présentation qu'on pourra mettre sur le site, sur la page a posteriori. C'est dommage, du coup, c'est pas en direct, mais malheureusement là, le temps. À la rigueur, oui, c'est ça. On pourrait peut-être demander de coupler, voilà, c'est ça. De le mettre directement en replay. En espérant que ça convienne à Anaïs, mais malheureusement là, il n'y a pas trop de solutions, malheureusement, je crois. Dans ce cas, du coup, sinon, je vous propose qu'on passe à la conclusion. Je passe juste les slides et puis. Si ça veut bien. Tac. Voilà. Tac, et du coup, je te laisse la main. Chloé. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est vrai que comme on l'a rappelé en introduction, comme tu l'as dit Thomas, depuis 2008, le rose existe, a beaucoup évolué et c'est grâce au travail d'un grand nombre de partenaires. Et donc, la région est aussi partenaire et on se réjouit vraiment d'avoir à disposition toutes ces données et cet outil qui est très utile. Je citerai juste après, mais c'est vrai qu'il est très précieux pour tous les travaux qu'on peut mener sur l'échelle de la région, même en interne. Donc, comme on l'a rappelé, il y a donc les nouveaux inventaires qui vont être disponibles très prochainement. Donc, on vous invite vraiment à en prendre connaissance, à découvrir aussi les nouveaux outils, le tableau de bord, bientôt Énergif aussi, et à faire vos retours, continuer ce qui a été fait pendant l'enquête pour qu'on puisse aussi, nous, continuer les travaux, faire évoluer le site pour que ce soit le plus utile possible. C'est vraiment le but, c'est que ce soit un outil de référence à l'échelle régionale et que ça puisse vous être utile dans vos travaux au niveau de chaque territoire. Au niveau de la région, de la DRIUAT,
On utilise les données du ROSE comme référence pour la révision du SRCAE, du schéma régional climat et énergie qu'on a déjà évoqué. Et donc, voilà, on utilise vraiment ces données comme point de départ et aussi pour suivre les évolutions. Et le ROSE nous sera très utile aussi pour suivre les indicateurs, pour regarder si on atteint ou pas nos objectifs qui seront bientôt communiqués. Donc, voilà, on vous invite à partager aussi vos expériences, l'utilisation des données du ROSE et des outils, notamment pour la révision des PCAET, et nous dire aussi quelles données pourraient vous être utiles pour qu'on puisse au mieux faire évoluer les outils. Voilà. Merci oui, pour cette conclusion qui reprend à peu près tous les éléments qu'on a effectivement présentés. Comme on l'a spécifié du coup au tout début du webinaire et un peu au cours du webinaire, donc tous les supports seront disponibles, que ce soit le support, donc le replay, mais également les présentations. Et il y aura un document du coup résumant un peu les différentes questions qui ont pu être posées au cours du webinaire. Et on pourra peut-être même en rajouter quelques-unes qui sont assez récurrentes, mais dont on aime quand même les rappeler, notamment sur les délais, enfin les constructions des inventaires. C'est toujours intéressant, je pense. Donc en tout cas, moi je vous remercie tous d'avoir suivi le webinaire. Merci aux intervenants. C'était un webinaire très, très riche en informations, en données, toujours. On espère qu'on ne nous a pas trop perdus, encore une fois. Il y a toujours pas mal de données dans ces webinaires, mais c'est intéressant de les étudier.